Salut à tous, salut à toutes. Ravi de vous retrouver sur le stream pour la deuxième édition de Racing Stream. Je ne suis toujours pas maquillé. C'est Twitch et le maquillage n'est pas obligatoire. Je vous l'avais promis pour cette deuxième émission, mais voilà, on verra ça à la troisième. Une seconde édition de Racing Stream que je ne présente toujours pas seul, puisque Ford et Michelin qui sponsorisent cette émission ne sont pas d'accord. Je suis donc contraint d'être entouré par des gens. J'ai exigé les meilleurs. J'avais Jean-Louis Moncé il y a 15 jours. Et puis on m'a dit, Jean-Louis, c'est bien, mais est-ce qu'on pourrait avoir la même expertise en plus féminin ? Mesdames, messieurs, c'est pas difficile. Mesdames, messieurs, Leslie Voitrel. Ah ouais, je ne me mettrais pas au niveau de Jean-Louis Moncé quand même. Si. Il y a Jean-Louis et puis mais non. le reste. Alors Leslie, on te présente plus. Ah bon ? C'est bien. Je sais pas. Ne me présente pas alors. Mais je trouve que c'est une phrase qui est vachement sympa. Quand on me dit on ne te présente plus, je trouve ça. Moi, je suis vachement honoré. Ça veut dire que tu es dans le game. Ouais, c'est ça. Tu es dans le game. Journaliste généraliste, on peut dire ou pas ? Ou tu sport méca. Sport méca. Vélo en ce moment aussi. Vélo beaucoup. Il y a l'Eurosport. On a fait le Critérium du Dauphiné, le Giro. Il y a le Tour de France qui arrive. Et puis voilà, j'essaye d'aller un petit peu où le vent me porte. Et alors c'est marrant parce qu'on te voit sur un média dont on n'entend plus trop parler, qui s'appelle la télévision. La télévision, c'est ça, ça fonctionne. Ça fonctionne encore. Ça fonctionne encore. Oui, on se prend pas mal de taquets sur les réseaux sociaux à chaque fois qu'on y est d'ailleurs en disant mais pourquoi on doit payer pour ci, pour ça. Donc oui, ça fonctionne encore. Il y a encore des gens qui regardent la télévision. Tant mieux. En tout cas, bienvenue dans Racing Stream. Merci. Leslie, à côté de toi, nous avons l'invité du jour, monsieur Philippe Monneret. Bonjour. Bonjour Philippe Monneret. Philippe, est-ce qu'on peut dire que tu es On le présente plus. Un pilote, Non, on le présente plus non plus. un pilote moto en devenir? Oui, c'est ça. Ouais. Non. Ce que vous pouvez dire, c'est que j'ai commencé à 6 ans à la moto et que ce qui me met un peu les boules, c'est que je sais que je ne vais pas piloter longtemps encore. Et la moto, ça a été la passion d'une vie. Donc ça fait 6 ans, vous voyez, ça fait plus de 50 ans que j'en fais. Et je sais que ça s'arrêtera bientôt. Et donc ça, c'est dommage. Voilà, la moto, c'est une passion. On va avoir l'occasion de refaire toute ta carrière, Philippe. Oh là. On a une émission de 2h30 On a une émission aujourd'hui. Ouais, c'est ça. On a une émission. Un dossier. Ah ouais, d'accord. Je fais le lien avec Rémi Tissier, la voix de la moto. Et je crois que Rémi, tu connais un petit peu, vous connaissez avec Philippe un tout petit peu. Il a fait presque la moitié des Grands Prix que j'ai commentés en 25 ans. Il a fait 11 années avec moi et je pense qu'au niveau de l'ambiance, c'était les meilleurs. Et le premier Grand Prix qu'il a commenté, ça c'était, on s'en est aperçu après. En 95, Le Mans. En plus, je fais un délire sur lui, alors que je ne le connais pas, et il prend le point de la 15e place devant son copain Bruno Bonnehuile, et on va sympathiser 3 ou 4 ans après. Et c'est une grande histoire d'amitié qui démarre. D'amitié. On peut dire, oui. Ouais. Bon, tic et tac, on va vous laisser de côté 2 secondes. On va présenter le dernier invité de l'émission, Maxou le pilote. Maxou, bonjour. Salut Arnaud. Maxou, il faut que vous sachiez que c'est un petit peu mon sauveur, puisque sur la chaîne Twitch que j'ai, moi, de mon côté, j'ai souvent la question sur le sim racing. Arnaud, qu'est-ce que tu nous conseilles comme volant ? Et alors Maxou, il a fait un truc qui me sauve la vie. Il a créé une vidéo comparative de tous les volants du marché. Voilà, donc quand on me pose la question, point d'exclamation conseil, ça renvoie sur la vidéo de Maxou. Et vraiment aujourd'hui, je te remercie solennellement, sincèrement, d'avoir fait cette vidéo qui m'évite à avoir à répondre à cette question sans arrêt. Maxou, bienvenue. En tout cas, c'est ta première apparition sur l'émission. C'est ma première apparition, pas sur le stream. J'avais eu l'occasion de faire un récap où j'avais été invité pour déjà parler de sim racing il y a quelques mois pendant le confinement. Mais oui, pour revenir à la fameuse vidéo, 45 minutes de bonheur où chaque fois que quelqu'un glisse dans mes DM, je lui dis va voir cette vidéo-là, c'est très bien. Mais elle est formidable. Oui, elle sauve du monde. Tu n'es pas le seul d'ailleurs à avoir appliqué ce conseil justement. Mais parfois, dans ton chat, parfois, on me demande des conseils aussi conjugaux, des conseils, et je renvoie. Il y a toujours un lien qui renvoie à une vidéo. Et je renvoie vers ta vidéo. Mais c'est très bien. Écoute, le sim racing est la solution à tous les problèmes conjugaux, donc c'est parfait. Exactement. Faudra que tu me files la vidéo alors. Ça va voir. Alors les amis, on va parler Formule 1, on va parler MotoGP, on va parler sim racing, on va parler de plein de choses. On va faire un petit peu de Formule 1 également sur le karting, sur le simulateur karting. D'ailleurs, je vous dis, vous pouvez rejoindre dès maintenant le lobby qu'on va essayer de mettre en place tout à l'heure, et j'essaierai de rouler avec vous en lobby. Vous ajoutez Lance 1994 en ami sur Steam et vous rejoignez le lobby créé par Lance. Je ne suis pas certain que tout ça fonctionne, mais normalement, je devrais pouvoir rouler avec vous tout à l'heure. Messieurs, madame, non, on ne dit plus mademoiselle. Ah non, je ne sais pas, messieurs, dis ce que tu veux. Madame, bienvenue, et nous allons tout de suite parler de Formule 1.
Leslie, la grosse info qu'on m'a mis dans le conducteur, vraiment on a considéré que c'était l'info principale, Singapour est annulé. Oui, l'info Pourquoi number one. Number one. Pourquoi le Grand Les Prix raisons, j'aurais aimé vous dire que voilà, il y allait avoir une pluie d'étoiles filantes ces nuits-là à Singapour et que ça allait éblouir les pilotes. Mais non, C'est hyper non, poétique. la raison, Waouh. le principal responsable, c'est toujours le même, c'est le Covid-19. Merde. Je sais que c'est moins bucolique, mais voilà. Donc pour la deuxième année consécutive, les F1 qui ne rouleront pas donc, dans les rues de Singapour en nocturne. Le Grand Prix devait avoir lieu le 3 octobre prochain. Et la raison, c'est que le gouvernement de Singapour vient de mettre en place une semaine supplémentaire d'isolement en termes de quarantaine, ce qui fait que maintenant, pour aller sur ce Grand Prix, pour aller à Singapour, il faut rester 21 jours confiné, isolé dans un hôtel. Ok. Pour des écuries de Formule 1, forcément, c'est pas possible, d'autant plus qu'il y a le Grand Prix de Russie qui avait lieu une semaine avant. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'autre choix en fait que d'annuler cette course-là. Le calendrier qui continue donc d'être bouleversé. Il y avait déjà le Canada, la Turquie, et puis quid de ce qui se passera aussi sur cette fin de saison, parce que je vous rappelle qu'au Brésil, la situation sanitaire n'est pas terrible. Qu'en Australie, ils sont très friables vis-à-vis de l'ouverture de leurs frontières par rapport à cette pandémie. Et puis aussi le Grand Prix du Japon, hein, parce que c'est vrai que ce sort du Grand Prix du Japon dépendra des Jeux ou pas, s'ils ont lieu ou pas. Vraisemblablement, le Grand Prix du Japon aura lieu, mais c'est vrai qu'il y a encore pas mal d'incertitudes qui pèsent sur cette fin de saison. On se dirige vers une saison à 22 Grands Prix, dont 8 en Autriche. Oui, c'est ça. A priori, ils vont faire 8 courses. Ils y 8 tiennent, courses. en tout cas, leurs 23 Grands Prix, ils y tiennent vraiment. Hein. Ouais. Deuxième info incroyable. Non, on va toujours pas parler du dernier GP. Il a plu à Spa. Non Ça, c'est fou. Il a C'est plu à complètement fou. Spa-Francorchamps, Eh oui, c'est Leslie, vrai. mais on veut tout savoir. On a l'habitude, bienvenue à Spa, cité balnéaire, on voit les images, cité balnéaire de Belgique, c'est Non, bains à remous quand même. Non, c'est et impressionnant. gommage à la boue. Voilà pourquoi on voulait vous en parler, parce que les images, elles sont juste dingues. Non, c'est habituel pour ça, hein, pour oui. nous. Bon, Et en fait, oui. les explications, pourquoi il pleut normalement à Spa, et évidemment, le circuit est fait pour évacuer toute cette eau, sauf que là, il y a une rivière qui est sortie de son lit juste à côté du circuit, ce qui fait que ça a complètement inondé tout le circuit, et il y a pas mal de zones, de portions du circuit qui ont été inondées, notamment des tunnels. Il y a le Ster, il y a Blanchimont, il y a Eau-Rouge, évidemment, qui ont été inondés. L'asphalte qui a été vraiment endommagé. Donc il y avait un week-end de course qui était prévu. L'Euro-Race. L'Euro-Race qui a évidemment été annulé, le temps de refaire l'asphalte, parce que voilà, l'eau a vraiment abîmé l'asphalte et toute la terre En et jet les ski, ça passait. déchets. Oui, ça peut passer. Les pneus pluie, je suis pas sûre que ça aurait suffi. Et donc, en ils ont l'occurrence. resurfacé. Et donc là, oui, ils ont dû tout nettoyer scrupuleusement pour permettre aux activités de la piste de reprendre. Mais bon, normalement, le Grand Prix de Belgique n'est pas menacé, c'est fin août. Oui. Là, normalement, tout sera rentré dans l'ordre. Et puis, accessoirement, je suis censé rouler à Spa mi-juillet. Moi, Ah oui, j'aimerais bien- d'accord. J'aimerais bien que ce soit... Ouais. Passez un petit coup de téléphone. Ouais, je pour vais voir, passer un petit coup de fil. Ah bon, Arnaud, tu roules à Spa mi-juillet, c'est quoi comme course, etc. Non, mais vous intéressez pas, il n'y a aucun souci. Charles Leclerc, parce qu'on va parler du Grand Prix de Bakou quand même. Ouais, Charles ça Leclerc, c'est pas mal. Charles Leclerc qui décroche cette pole. Est-ce que c'est une pole qu'on peut attribuer à Charles Leclerc, à Ferrari, ou juste à la speed de Lewis? Un peu de tout. C'est les étoiles qui étaient alignées toutes en même temps pour permettre à Leclerc d'aller décrocher cette deuxième pole consécutive. Il l'a dit juste après les qualifs, c'était un tour de merde. Alors moi, je vais pas aller dans son sens. Déjà, je veux pas de problème avec le garçon. Sauf que contrairement à Monaco, là au moins, il a ramené la Ferrari en entier. Et c'est vrai que il était clairement pas favori. On sait que c'est des circuits atypiques, Monaco et Bakou, et que bon, il avait l'occasion de performer, mais il va chercher sa pole tout simplement parce que c'est le seul pilote à pouvoir faire un tour propre en Q3 avant l'intervention de ce drapeau rouge et l'annulation, et bien aidé, tu l'as dit, par l'aspiration de Lewis Hamilton. Donc c'est pour ça qu'il va chercher sa pole. Maintenant, on sait que cette Ferrari, elle est performante sur un tour dans des circuits atypiques. Reste à savoir ce que ça va donner en course et sur des circuits normaux. On l'a vu en course, Leclerc, il n'a pas fait du tout il n'avait pas du tout le niveau par rapport aux Mercedes et aux Red Bull qui ont clairement encore un large temps Un d'avance. step d'avance. Mais au moins, il a pris le départ. cette Mais au moins, il a pris Non, le mais départ, ça- il a fait son tour de formation, il a pu partir. Maxou, moi, mon but, c'est aussi de te garder vigilant dans cette émission. Quelle est la plus Il longue... loge de la tête souvent. Quelle est, Dans ce- ouais, chez- quelle est la chez- plus longue ligne droite du championnat de Formule 1, Maxou? C'est celle-là. C'est celle-là. 2 C'est- km 600 de mémoire, 2 km 700, puisqu'on ne va plus à Shanghai, qui était l'une des plus rapides jusque-là, des plus longues.
Mais non, pour revenir vite fait sur la qualification, on a noté que ce week-end, les Mercedes et les Red Bull avaient beaucoup de mal à mettre leurs pneus en température, ce qui prend d'habitude 1 ou 2 tours. Là, il en fallait 5 ou 7. Par contre, chez Ferrari, ça fonctionne bien. On l'a vu à Monaco. Bon, ça a fini dans le mur pour Leclerc à Monaco. Ici, un peu mieux. Mais dès les premiers tours, on a vu qu'il était dans le rythme grâce à l'aspiration et de la Red Bull et de la Mercedes qui était un petit peu autour de lui. Pour le reste, Ferrari a très très vite décroché. Ouais, on a vu que les pneus fonctionnaient pas mal. Ouais. C'est ce qu'on On va peut en reparler. remarquer. On va en reparler. En tout cas, c'est vraiment. On va un tout petit peu en parler des pneus, Philippe, mais oui, ouais. C'est vraiment le point qui a aidé Ferrari, en tout cas au Grand Prix de Monaco, c'est la gestion des pneus qui a été très rapide, notamment en Q3. Comment est-ce qu'on explique l'absence totale je pose la question aux deux, l'absence totale de Mercedes en essais libres, l'inquiétude même née des essais libres de Mercedes et cette espèce de résurrection improbable en qualif? Après, on sait que on le savait, que c'était un circuit qui naturellement ne convenait pas aux Mercedes. Et c'est vrai que, tu l'as dit, ils ont eu énormément de mal à mettre leurs pneus en température ce week-end. Mais ils ont énormément bossé. Mercedes, et ils sont allés chercher cette deuxième place. C'était encore plus qu'un miracle. On voit Leclerc qui va chercher cette pole. Mais pour moi, la deuxième place, c'est plus un miracle pour Lewis Hamilton, tant ils étaient nulle part le vendredi. Ouais. Les Mercedes, elles ont bossé comme des dingues. Je pense dans la nuit de vendredi à samedi. Courte, pour Hamilton. Les ordis, ils ont dû bien tourner. Le pilote de développement sur le simulateur, il a dû bien rouler aussi, Esteban Gutiérrez, j'ai une pensée pour lui. Et voilà, ils ont su quand même tirer le meilleur de cette voiture en un temps record, alors qu'elles étaient nulle part. Et ils sont allés chercher cette deuxième place qui était folle. Là, avec des secteurs 3 complètement improbables en ligne droite, alors qu'on était très inquiets. Donc il y a du travail, c'est pas juste, ils n'ont pas juste appuyé sur un bouton dans la nuit pour dire allez, on arrête de déconner. Si c'était si simple, Oui, appuyer sur un bouton, ça peut poser des problèmes. Il faut demander à Hamilton, justement. On en reparlera aussi. Alors on parle de Mercedes. Est-ce qu'on s'inquiète fort pour Bottas? Ah bah, je pense qu'il faut. Faut pas être devin. Ouais, faut pas être devin pour voir que clairement, ça sent un peu le sapin pour Valtteri Bottas. Bon, ça fait un moment qu'il a du mal à performer en ce début de saison. Et là, 2 fois de suite, 0 points. Valtteri Bottas, quand on voit que Pérez, du côté de Red Bull, lui, assure les points, Bottas, il ne fait même plus le minimum, quoi. Donc, et dans un championnat aussi resserré que ça, où cette année, le deuxième pilote, vraiment, a une importance primordiale, de voir qu'il ne performe plus, forcément, ça va commencer à poser problème. Doublé à la régulière par Raikkonen en course. Oui, Raikkonen qui à la finit dans lutte les avec points. Giovinazzi. Oui, c'était catastrophique. En tout cas, Bottas, il est dans une situation qu'on pensait pas possiblement plus grave, mais si, il arrive encore à attirer les foudres contre lui. Parce que tu dis dépassement, parce qu'à la différence de Monaco, il y a eu des dépassements. Il y a eu des dépassements. Oui, c'est-à-dire Bah, grâce à l'Aspi, cette dernière ligne droite là, franchement. Non, puis pour Bottas, il faut le comparer à son coéquipier, quoi. Il y a une différence incroyable. C'est sûr ça qu'on voit. Bien sûr. Pas au résultat de ce week-end. Ah oui, bon là, d'accord. Mais en tout cas, aux performances pures. Bottas, il a perdu 4 places en un tour. Ça Bottas, il a une Mercedes. Ça pose la question qui fâche de savoir est-ce qu'on peut envisager un remplacement de Bottas en cours de saison? Je ne pense pas que Mercedes va déstabiliser l'hégémonie de l'équipe parce que pour l'instant, Bottas, il fait ce qu'on lui demande, c'est-à-dire ramener le titre constructeur. C'est l'intérêt de la deuxième voiture pour l'instant pour Mercedes. Deux grands prix, mais depuis 3 grands prix, depuis le début de la saison, ce qui est marqué sur sur la première ligne du contrat, c'est pas respecté. Alors je ne pense pas que d'ici la fin de saison, on voit Russell dans la voiture, même s'il a beaucoup poussé pour justement avoir des garanties pour son futur. Il a dit ce week-end, j'aimerais bien savoir où je serai l'année prochaine. C'est vrai que la Bottas, il n'y a plus grand monde qui peut le défendre et surtout pas lui-même parce qu'il fait beaucoup d'erreurs, même si évidemment il termine devant Hamilton, c'est logique avec la faute de Lewis. Alors puisqu'on parle de l'indéfendable, on va parler de ses pneus qui éclatent en cours de course. Pirelli tout de suite a ouvert le parapluie en parlant des débris sur la piste. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'il y a un vrai souci structurel des pneus sur ce circuit ou est-ce que c'est vraiment la faute à pas de chance? Verstappen, il avait un petit peu pris les devants après la course et son abandon en disant de toute façon Pirelli, ils vont forcément dire que c'est un débris. Et effectivement, Pirelli a dit c'est un débris qui a dû provoquer ces explosions d'ailleurs. Ça expliquerait pourquoi Verstappen a explosé son pneu. Donc il aurait roulé sur un débris laissé par la voiture de Lance Stroll. Parce qu'ils ont trouvé aussi une coupure de 6-7 cm sur le pneu d'Hamilton. Donc ça expliquerait ça. Ça n'expliquerait pas pourquoi Lance Stroll, auparavant, s'est planté à plus de 300 km/h en pleine ligne droite. Donc ça aurait eu un autre retentissement encore si effectivement ça avait
été très grave parce que là, on s'en sort bien. Ouais. Si Verstappen il file dans le muret des stands, c'est pas pareil. Donc il y a enquête pour voir justement au niveau des pneus incriminés ce qui a pu se passer. Mais c'est très compliqué. La situation de Pirelli, elle est compliquée justement parce que c'est ces déclarations de Verstappen. Du coup, il y a le patron de la FOM, Stefano Domenicali, là, qui a dit attendez, on ne va pas tirer de conclusion hâtive, on va respecter Pirelli. Donc, entre guillemets, il recadre un petit peu Verstappen en lui disant bon, fais attention aux mots que tu utilises parce que voilà, ça a un sens. En tout cas, Pirelli qui te dit tes pneus ils durent 40 tours et puis au bout de 30 tours, ça explose. C'est qu'il y a un vrai problème. Et si la FIA a sorti le drapeau rouge, je pense que c'était aussi parce qu'ils craignaient qu'il y ait d'autres explosions. Et que c'était pour nous faire une ça aurait fait vraiment tâche qu'il y ait d'autres explosions. Et encore une fois, parce qu'ils s'en sortent bien. Parce que s'ils s'en sortent mal... Philippe, juste en 2 mots, parce que malheureusement, on est pris par le temps pour chaque séquence. Des pneus qui éclatent en moto, ça t'est arrivé ? J'ai déjanté d'un pneu avant, une fois dans la ligne droite du Mistral, d'ailleurs au Paul Ricard. Au Castellet. Ouais. Mais on a vu, surtout, on se souvient, au Mugello, avec Nakano, qui avait pris une pelle incroyable. Non, mais en moto, là, on voit vraiment l'évolution de la sécurité pour la F1. Ça tape dans le mur, il s'est bien protégé, le pilote s'en sort. En moto, une chute comme ça, on peut imaginer pour déchappage ou pneus qui éclatent, ça peut être dramatique. Voilà. C'est ça la différence, quand même, entre la moto et la Formule 1, c'est le niveau de la sécurité. Qui n'est pas négligeable, effectivement. Un Grand Prix donc marqué par cette fin de course complètement improbable et ces deux tours sprint qui nous donnent peut-être même... ces 2 tours qui nous rendent curieux de ces qualifs, de ces super qualifs à venir. Et Lewis et Verstappen qui repartent dos à dos. Est-ce qu'on peut dire que finalement Verstappen s'en sort? Oui, on peut le dire. Verstappen, il s'en sort très très bien malgré cette crevaison. Il s'en sort magnifiquement bien. Et oui, parce qu'il s'en sort bien parce qu'Hamilton, il est humain. Et il nous l'a prouvé ce week-end. Il a une faille, il continue d'apprendre. Il a appuyé sur ce magic button qui n'était pas si magique que ça, pour le coup. On a eu droit au marathon le plus court de l'histoire, terminé au premier virage. Parce qu'il nous a dit, il a dit en radio juste avant le restart, n'oubliez pas, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Bon, il finit dans le premier virage parce que justement, il a appuyé sur ce bouton. Donc pour remettre dans le contexte, ils font ce tour de formation derrière la safety car. Il appuie sur ce bouton pour mettre en température les pneus avant et mettre un maximum la répartition de freinage sur les pneus avant. Pour chauffer les pneus avant. Il est censé... Ça a bien fonctionné parce qu'ils sont bien chauds quand il est sur la grille. Sur la grille, il est censé remettre la répartition sur tous les pneus. Désactiver ce bouton. Et il ne le fait pas. Il le fait. Il désactive bien, mais lors de la procédure de départ, lors de son envol, sans faire exprès, accidentellement, il rappuie dessus et c'est ce qui fait que y a tout qui part vers l'avant, blocage des roues et il termine dans l'échappatoire. Donc c'est cool parce que ça nous promet une fin de saison sympa. On voit que justement il a des failles. Lewis Hamilton il est capable de faire des erreurs aussi parce que là très clairement le doublé Red Bull ça semblait tout cuit. A priori, des erreurs, a priori, il n'en fera pas 2 comme ça dans une saison. Non, mais c'est vrai qu'à Imola, il avait déjà fait une erreur, une sortie de piste, ça lui avait moins coûté cher, il avait réussi à revenir à la 2e place. Là, c'est 0 points. C'est 0 points aussi pour Mercedes parce que Bottas ne ramène pas de points. Donc, dans la lutte pour le titre, tout reste à faire entre les deux. On rappelle que Verstappen a toujours 4 points d'avance sur Hamilton. Et que, si je devais dire la bonne opération du week-end, parce que Bottas ne marque pas de points, c'est vraiment Sergio Pérez, qui, lui, pour le coup, était là, a ramené les points, alors que Verstappen a eu cette mésaventure avec les Pirelli. Donc, ça fait plaisir aussi de le voir, Pérez, là, parce qu'au début de saison, il avait vraiment du mal. Il avait dit, donnez-moi 5 courses. La 6e course, il la gagne. Donc, ça y est, il est à l'aise avec la Red Bull. Et donc, la lutte promet d'être palpitante entre Vous êtes contente que Hamilton fasse un tout droit, vous êtes contente que Pérez gagne? Non, mais ça redonne un petit peu. Ça redonne un petit peu. Non, mais c'est bien. Franchement, on a passé un bon dimanche, Philippe. Oui, parce qu'au-delà de ça, ce Grand Prix, sinon, il était un petit peu... Et on s'est aperçu qu'un Grand Prix de 2 heures, ça sert à rien pour le spectacle. T'aurais beaucoup plus court avec la Formule 1, c'est la guerre des boutons. Avec des départs, c'est ça qui fait le spectacle. C'est incroyable le restart de tours. C'est un peu court là en revanche. On est d'accord. C'est canon. Alors malheureusement, on n'a pas le temps de parler de Vettel et de Gasly, mais on est content. On est content aussi. On est très content. Ah bah voilà. On va essayer de respecter le timing de cette émission et nous allons tout de suite passer à la Ford Zone.
Merci Leslie, je t'ai même pas remercié. Il n'y a pas de souci. C'était vraiment, on aurait pu parler Formule 1 Vettel, encore. de Gasly. De Vettel, de Gasly, il y avait Puis on repart content. tellement de choses. Et puis, Voilà, les avec motos, le sourire, voilà. bah voilà. Et puis on hérite de Donald Renew sur le plateau. Ah alors ouais, bon, j'ai pas mon t-shirt Changement de PlayStation. pilote. Et alors du coup, je le dis parce que dans le chat, ça dit tout le temps, ouais, du coup, ils sont partenaires. Non, c'est Maxou qui, de son propre chef, a mis ce sweatshirt. Donc je pense qu'il y a un Ah ouais. message. Mais bon. c'est vraiment de la promo forcée, quoi. Non, Maxou. Là, c'est bien fait. Ouais, c'est pas mal. Bon, on Puis l'adore, c'est notre discret. Maxou. Voilà. Alors la zone Ford, mon cher Donald, Ford qui a décidé de faire un suivi de vote sur les réseaux sociaux pour définir une nouvelle version de la Puma ST. Ouais. Comment se sont déroulés ces votes? Et ben, ça s'est déroulé sur les réseaux sociaux. Et c'est pas une première, en fait, parce qu'ils avaient déjà fait ça avec Fordzilla pour pouvoir permettre aux internautes de choisir la voiture qu'ils voudraient avoir dans les prochains jeux vidéo. Et c'est tous les internautes qui ont voté. Et ça a permis de donner vie à la voiture pour de vrai. Et donc, du coup, c'est cool parce que c'est pas la première fois. Et du coup, ils ont fait ça pour le Puma ST. Vous avez dit, j'ai bien dit. Bravo. Et du coup, là, ils ont fait la même chose pour choisir une prochaine version européenne. Et pour la Puma, ça va être... Donc c'est le gris qui a été choisi. Il y avait Ouais. le choix entre le gris. Voilà, je le vois mieux sur l'écran d'en face. Moi, Le j'aurais gris- pris noir. le- Je sais pas ce que t'en penses. T'aurais pris quoi, toi? J'aurais pris noir. Ah ouais, Ou bleu. on ne sait pas. Bah, Moi, je sais- j'avais un Focus Moi, RS. j'aurais pris noir. Hein. Alors ensuite, Ouais. mais les deux sont jolis, les deux sont sobres. Il y avait le Ouais. choix également sur les étriers noirs ou rouges. Je ne sais pas si on a l'image. Si, on a l'image évidemment. Mais ça marche plutôt bien. En même temps, quand on te propose rouge ou jaune, forcément, tu prends pas les étriers noirs. Mais c'est cool, en tout cas. C'est vrai que c'est pas... que du Rémi vote aurait comme pris ça. noir. Ah oui. Ouais, non. Mais quel Tout relou. noir. Non, pas les freins. Ah ouais. Ça pète les freins. Quel relou. Alors, ils avaient le choix entre des liserés gris sur les ceintures, des liserés noirs. Des liserés noirs pour Rémi. Alors, Rémi aurait pris Noir. voilà. Le mec, Au hasard, le je mec pense qui est qu'il comme aurait ça. choisi noir, oui. Ce mec, il est pessimiste en ce moment. Donc, les surpiqûres des ceintures qui ont été choisies. Ça c'est aurait le- été bien rouge, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, On va refaire un vote. un peu plus sport. Ouais. Ouais. Et on avait le choix également entre une déco double bande ou une déco simple bande linéaire décomposée. Waouh. Et c'est la bande simple décomposée qui a été choisie. Mais là, je suis d'accord. Hein. Moi, je suis amoureux des Ford GT40. Alors, pour moi, c'est bleu layette et orange. Donc, bon, on n'est pas sur ces couleurs-là, mais c'est bien une belle bande comme ça. Et le dernier choix, c'était le logo ST. Alors, est-ce qu'on met le logo sur la calandre ou pas? Et Oui. qu'ont dit les internautes? Ils ont dit, ils c'est ont- oui. Ils ont dit oui. Et c'est oui. Ouais, exactement. C'est bien. C'est quoi la suite du projet? La suite du projet, c'est que grâce à ces votes-là, maintenant, ça va permettre de rentrer en production officiellement et qu'il y a un vrai suivi de la part de Ford par rapport à ça, de pouvoir laisser la parole à leur communauté, à leurs clients, de pouvoir avoir les séries spéciales. Et ça, c'est trop cool. Comme je disais, hein, c'est ce qui a été fait sur Fordzilla, c'est une première mondiale. Bon, là, c'est des détails. Et c'est cool sur ces détails de pouvoir le proposer à ses clients. Mais ce qui a été fait sur le projet P1 de Fordzilla, qu'on pourra peut-être retrouver tout à l'heure quand on reparlera de Fordzilla, de la voiture, elle a été créée de toutes pièces avec 30 votes. Il y a eu 225 000 personnes qui ont voté. Et c'est cool, c'est que il y a un vrai intérêt de la part de ce constructeur pour pouvoir proposer des versions personnalisées et sur les réseaux sociaux comme ça se fait maintenant et c'est très bien. Tu en parles très très bien. T'as vu un peu? Ouais, vraiment. Mais c'est ce qui se passe un peu dans la moto avec pas mal de constructeurs qui permettent de customiser les motos avec des options. Chez Indian, par exemple. Voilà, c'est chez Triumph. On fait des motos un peu à la carte. Chez Harley, c'est sympa. Non Ça, je ne le savais pas. Eh ben, Mais voilà. avec toujours un système de vote également sur Ah les... non, bon, là, on vote pas. Non, Le mec, c'est proposé. déjà. C'est proposé aux clients. Ouais. On a toujours été un peu en avance dans la moto. C'est ça que vous Moi, comprenez. Philippe, je faisais des personnalisations sur mes carénages. Je faisais carénage râpé à droite et neuf à gauche. C'était ma perso à moi. Mais j'ai l'impression que t'as un petit faible pour la moto, j'ai l'impression. Non, parce Ouais, que non. je repense à Jean-Pierre Jabouille qui était venu sur un Grand Prix et qui avait dit, et ça avait été C'est un celui où il était resté 20 minutes à la porte, il était furieux contre Ouais. moi. C'est un tollé général parce que il avait dit à moto, vous êtes complètement à l'arrêt en aéro. Et il avait 100% raison, parce que Ouais. Jean-Pierre, c'était un spécialiste de ça, qui a fait beaucoup évoluer les voitures, notamment quand il était chez Renault. Et on a vu après que voilà, les motos, maintenant, ont beaucoup progressé dans ce sens. Donc il y a toujours cette petite bagarre, un peu auto-moto, mais ça reste une famille. Mais évidemment. Voilà. La C'est au grande, Portugal qu'il était venu à Estoril. la grande famille. Quelle mémoire. Non, mais lui, il se souvient de tout. Arnaud, j'ai une question, parce Oui. que j'ai eu un mail là-dessus. Ford m'a demandé si tu allais rendre le Puma que tu as eu la semaine dernière pour rentrer. C'est pas moi qui l'ai.
Ah, Je l'ai pas, le Puma. On est débarrassé. d'accord. Ah, maintenant, t'as pris le maquis, c'est ça? Non, mais le problème, c'est que j'ai voulu le garder, Ouais. mais c'est quand même une couleur. Il y avait une couleur qui était quand même pas banale, Verte. Ah oui. verte que Comme j'adore. on est Vous sur ne pouvez pas Focus mettre des RS. chaussures vertes à chaque fois que Mais vous non, êtes. non, c'est ça. Voilà. Et donc con. on Il m'a. aurait donc- été noir, tu l'aurais filé à Rémi. Ben oui. Ah non, mais là, vert, j'aime bien. Mais non, mais j'adore ce Puma Ouais. et j'ai essayé de partir avec. Je me suis fait repérer très très vite. Ouais. Ah oui, la couleur est très vite repérable. Disait. Mais je crois qu'ils sont OK pour me la reprêter de temps à autre. Ça, c'est J'ai hâte, bien, ça. J'ai hâte. Est-ce qu'on peut conclure en disant que c'est une voiture magnifique C'est une voiture magnifique. Et puis, Mais voilà, est-ce qu'on dit que c'est personnalisée. une voiture magnifique parce que Ford nous file des ronds pour l'émission ou est-ce que objectivement c'est une voiture magnifique? Clairement, aujourd'hui, on a ce show qui est en partenariat avec Ford, mais moi, j'ai été le premier client français livré d'une Focus RS, la première version, la MK1. Donc, j'ai toujours kiffé ces voitures de course homologuées. Et moi, c'était un autre temps où on pouvait le rouler un peu plus vite, mais je me suis bien amusé avec cette caisse. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Donald. Je vais maintenant passer à l'action. Ah, Je vais monter dans mon karting. C'est l'heure de Karting Stream, les amis. Alors, je me déplace. Ouvrez grand vos yeux, parce que là, ça va envoyer du lourd. A priori, ça va pas marcher, notre histoire de lobby. Je vois déjà qu'il y a personne dans le lobby. Il n'y a personne dans le lobby. Donc merci vraiment beaucoup d'avoir joué le jeu, les amis. On a le frein sur l'embrayage et je vais rouler avec Lance. Et on va se mettre prêt et puis on va aller rouler au Castellet. A priori, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Hein. A priori, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans la création du lobby. Normalement, on devait être 20 pilotes et je vais rouler tout seul. Ouais, Voilà. Tu vas gagner. Ouais, Hein tu gagnes. ouais. Mais, en fait, c'est quand même toujours un des meilleurs moyens pour gagner, c'est de rouler tout seul. Voilà. C'est-à-dire que même l'hôte de la session n'est pas là. Il n'est plus là. Il n'appuie pas sur prêt, il fait... C'est vraiment un immense moment de solitude, là. Là, on est vraiment sur un grand moment de solitude. Sur un simulateur que je ne connais pas. On va partir en soft. Hein, on part en soft. Ouais, Ouais, voilà, tout le monde s'en allons-y. fout. Prendre la piste, on y va, on met pas de setup, on y Fais-nous un va. one-man show, t'as l'habitude. Ah ouais. Après, je vous cache pas que c'est vraiment une séquence qu'on peut aussi vraiment réduire à son strict minimum. Hein. Dans la régie, Non, pour l'instant, elle est sympa. Hein. Non, mais C'est vrai que non, Non, tu vois, moi, je suis on se marre content. bien, nous, on se marre bien. après, j'ai des boutons qui marchent pas, voilà. Ah. Ouais, Mais toi, t'es un comique, hein. ça peut très mal. Est-ce que les freins fonctionnent? Alors, ah bah tiens, si. T'as raté le point de corde. là. On va, ouais, Eh oui. Apex Islava. Philippe, il connaît très bien le Alors Castellet. Philippe, est-ce qu'on peut faire un tour du Castellet ensemble? Où est-ce Alors qu'on est là? Ah bah là, tu vas arriver au pif-paf en bas, à la chicane. Hop, Hop, le pif-paf, tu vas pas trop à l'extérieur. Pour... c'est ça. Voilà. Parce Alors que- là, ils ont beaucoup élargi, donc Oh la il n'y a pas vache. trop d'intérêt. Là, t'as raté encore le point de corde. Ouais. Voilà, accélération, On a ce virage-là qui est très chiant. t'écartes un petit peu. Voilà. Bien. On écarte là. Reviens. Pour bien sortir, là, c'est important. Et là, on va plonger Voilà. ici pour prendre la vitesse. Puis on a une zone de DRS. Je sais pas où est mon DRS. Si, Allez, voilà, vas-y. je l'ai activé. Et là, on serait tenté d'aller tout droit, mais que nenni, on va freiner. Ah, ils t'ont mis... Ah, c'est la config F1. Hein. Ouais. Ah, oui, ouais. c'est la config F1, parce qu'en moto, vous avez pas ça. Non, on prend la ligne droite. C'est ça. Là, t'arrives pleine charge, c'est vrai que t'es un peu à l'aveugle sur ce virage-là. En plus, il y a plusieurs bretelles, c'est un peu déroutant. On est à combien avant signe en moto? Monter à combien S'il y avait les MotoGP, il serait à 380. Plus vite Avec- que Mugello alors? Plus vite que Ah, la G-Max ou Je Mugello? pense qu'ils iraient plus vite, ouais. Bah oui, il y a 1,8 km de ligne droite. Et là, on a ce Même si ça double monte droite un du peu. bossé, c'est ça, hein? Ouais. Alors là, tu vas voir le... Alors en moto, on tourne plus court, tu vois. On prend la bretelle d'avant pour avoir plus de dégagement. D'accord. Là, c'est l'ancien gauche. Ok. Tu reviens dans la courbe du village. Voilà. Sans déconner, les décors sont très beaux quand même sur Ah ce ouais. jeu. C'est Ah non, très, hein, c'est c'est très bien incroyable. fait. Hein. Qu'est-ce que c'est beau. Tu me le prêteras hein, Oh, c'est magnifique. Je te le prêterai. après l'émission. Ouais. Et on a ce dernier droite très serré qui conditionne la ligne droite qu'il faut. Donc là, on a les stands sur le côté. On repart Voilà. pour un tour. Ah, les feux.
Ah ben non, c'était la qualif. Ah. Et je crois que je suis en pôle. C'est vrai. Ouais, Non, je crois que je suis t'es en même pas en Merde. pôle, t'es deuxième. Je suis deuxième. Ah mais non, mais Lens a rejoint, magnifique. On va pouvoir faire. J'allais vraiment mettre fin. Oh Lens, il m'a mis 20 secondes. Et ouais. Et combien t'as fait là? 1,55. Et ouais, le record, c'est Lewis en 1,28 en 2019. Sérieux Par contre, niveau lift and coast, c'était parfait. Hein. Tout en 8e. Impeccable. mais parce que je suis. Ben, je ne sais même pas si j'ai une boîte manuelle ou pas. Il y a des boutons, hein, Lewis. J'allais mettre fin à cette séquence. Bien joué. Mais on va faire un départ. Là, tu vas voir par rapport à l'autre. Alors, embrayage, j'ai pas d'embrayage. Le départ, je ne sais pas. Directeur de course. Bon, ça me fait chier. On met fin à cette séquence, ça va être un carnage. Merci beaucoup, Lance, d'avoir partagé cette grille de départ avec moi. Non, mais parce qu'en fait, je vais prendre une rouste là, on est d'accord. Donc évidemment que j'abandonne. Mais Ah oui, t'aurais pris une d'accord. roue Fair aussi play, pour quoi. voir ce qui se passe. Non, mais il est hors de question. Il est hors de question que je prenne. J'ai pris 20 secondes au calife. Écoute, on dira que Regardez. t'es parti chercher le mulet, et puis c'est tout. Mais je vais être dit. C'est peut-être parce que je t'ai dit des Ouais. trucs, tu vois. J'aurais pas dû te conseiller. Non. T'aurais pris que 10. Non, tu n'y es pour rien. En tout cas, on a hâte d'être au Grand Prix de France, du coup. Ah bah là, ouais, ça donne, Ça donne envie. donne hyper. Ça donne. On espère que Pierre Gasly, c'est un peu plus performant que toi au Grand Prix de France. Bon, je pense qu'il y aura pas de mal. Nous allons parler électrique, les amis, tout de suite. Et en orthographe, vous êtes bon sur l'émission ou pas? Parce que Philippe, ça s'écrit avec un L et 2 P. Ah oui, Mais bah, bon, bravo. Alors pendant le jingle, Philippe Mondré a. on m'a dit les mecs de la bagnole, ils sont un peu plus évolués que les mecs de la moto, mais je vois, vous savez pas écrire. Parce qu'ils ont pensé à Philippe Island pour s'occuper Et de oui, la voilà, mer. c'est ça, Philippe Island avec Philippe un E. Island. Non, mais c'est vrai. À la française, Philippe Island. C'est vrai que Mais ils ont bien mis les deux N dans le monordre et les deux Oui. N Ouais, de ouais, c'est monorail. bien. Donc, Mais on t'a mis 2 ailes parce que tu survoles sur. Voilà. Tu survoles. voilà. Pff, oh la Rattrape-toi, vache. allez. C'était hyper compliqué. Sans les rames. Maxou, on va parler C'est toi qui as électrique. fait le. Ouais. Non. On va parler extrémie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est C'est que trop bien. l'extrémie? Mais dis-moi, Jamy, qu'est-ce que c'est l'extrémie? Explique-nous. Est-ce que c'est chouette l'extrémie? Comment ça fonctionne? Alors Est-ce que l'organisation est compliquée ou pas? C'est quoi? Moi, j'ai la réponse. Avis au chat, hein, puisqu'on est en direct, je vous invite à ouvrir un Google Doc, un Google Sheet, ou même prendre un feutre, un bloc-notes ou dresser un abac. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Là, je comprends rien. Maintenant, je me C'est suis largué. Ouais, il très fait compliqué. exprès. C'est ça. assez compliqué. C'est pour t'humilier. Alors, en gros, l'extrémie, c'est une discipline qui est nouvelle, donc ça vient d'arriver cette année, et ce sont ces magnifiques bolides qui font un petit peu joujou dans les dunes. Pour l'instant, on a 9 équipes officielles qui sont inscrites. Toutes les voitures sont basées sur la même technologie, donc 100% électrique. Plusieurs particularités dans le championnat, donc 5 épreuves pour l'instant qui vont se passer un peu à travers le monde. Il y en a une ce week-end qui s'est disputée le long du lac Rose, c'était assez impressionnant. C'était le Ocean X Prix, donc on avait les e-prix en Formule 1, maintenant on a les X Prix. Au niveau des inscrits, on a quand même de belles équipes. On a Lewis Hamilton, avec notamment Sébastien Loeb comme pilote. On a aussi Carlos Sainz qui roule, mais dans les teams, on a Matthias Ekström et d'autres. Jenson Button qui a son équipe aussi. Carlos Sainz, Nico Rosberg qui a gagné pour la 2e fois d'ailleurs ce week-end. Et la particularité, c'est que dans chaque équipage, il y a un et une pilote. C'est-à-dire que les deux vont rouler ensemble et se faire un relais. Tout au long des épreuves. Alors, si tu veux, c'est là que ça on devient crée notre compliqué. team. C'est là que je demande qu'on prenne des notes. En gros, il y a une phase de qualification qui se passe en 2 phases, Q1 et Q2. C'est très compliqué. Hein. Non, mais ce qui est drôle, c'est que j'ai vu, c'était Eurosport qui diffusait, Oui. et les explications, je n'ai même pas compris les explications du commentateur. J'étais là, ah ouais, t'imagines d'accord. nous qui sommes motards. Alors, pour la Bonne faire chance. très simple, voilà, je vais essayer de faire au plus clair et distinct, mais en gros, les voitures partent en 2 groupes de qualification, Q1 et Q2. À chaque fois, il y a un pilote qui participe à l'une et l'autre qualification. J'ai l'impression que je t'ai perdu là. Et en gros, à l'issue des qualifications... Est-ce que tu t'aperçois que tu parles tout seul? Oui, mais je le chat, il y en a 2-3 qui me suivent, donc je suffis. Ça suffit à mon Moi, j'essaye de comprendre du coup là. J'ai dormi longtemps. Non, mais ça a l'air sympa comme Alors, 2 groupes. Ça a l'air simple en tout cas. Q1 et Q2. Voilà, Q1 et Q2 où les 2 pilotes de chaque équipe vont rouler Ah et ouais. à la fin, en gros, on en garde 4 et on fait une finale. On va faire ça. Voilà. Hein. Ok. Et en gros, la finale se passe sur une section définie, donc c'est un circuit fermé en fait, et on D'accord. fait un certain nombre de tours, 3 ou 4 selon la distance du circuit, et les 2 pilotes doivent y participer, et c'est celui qui s'est qualifié dans la qualification qui doit prendre le départ de la finale. J'ai bon? Oui, ça va. Ça va. Pour l'instant, ça Jusque-là, va, on c'est bon. suit.
Et donc ce week-end, il y a eu une finale où il y a eu non pas 4 voitures, mais 2 qui ont pris, 4 ont pris le départ, mais 2 ont abandonné au bout de 500 mètres, puisqu'il y a eu contact, problème pour la voiture de Jenson Button notamment qui s'est coupée. Alors les pilotes ont ce qu'on appelle un kill switch, donc pour un reset. Encore les boutons, ça pose tout le temps problème ces boutons, qui est à l'extérieur. Donc le pilote doit sortir de la voiture, faire le tour, aller au niveau de l'avant droit de la voiture, appuyer sur un reset et remonter. C'est arrivé beaucoup, encore une fois, ce week-end, donc ça fait un peu tâche. Pour le reste, c'est bien, c'est de la technologie, c'est nouveau, c'est le futur. Maintenant, le futur, il est peut-être un petit peu prématuré. On sait que ça fonctionne bien en Formule 1, mais ça existe depuis 7 saisons. Là, on est encore au balbutiement, et puis surtout, il n'y a pas beaucoup d'équipes inscrites, mais elles sont prestigieuses. Donc ça suffit, en fait, à intéresser le public. Visiblement, non, mais dans leur idée, en tout cas, oui. Le fait de cet équipage mixte, c'est aussi quelque chose de très intéressant, c'est nouveau. La parité. C'est la parité. Et parmi les pilotes féminines qu'on a quand même quelques pilotes qui sont plutôt doués. Il y a notamment Jamie Chadwick, qui a été championne des W Series, la formule de monoplace, et qui n'est pas si mauvaise que ça aussi en off-road. Et globalement, oui, ça fait découvrir ou redécouvrir des noms. Michaela Aline Kutolinski, la pilote suédoise, qui est connue pour être notamment aussi l'ex-copine de Max Verstappen, puisqu'on fait potin. Le vainqueur, pour conclure de cette deuxième course, c'est le même team que lors du premier meeting. C'est le team de Nico Rosberg qui a gagné avec Taylor, la pilote suédoise, et Christopherson, qu'on connaît plus en championnat du monde WRX. Qui s'est imposé. Alors moi je retiens vraiment pas mal de choses de ce que tu as dit sur l'Extremi. Ouais. Merci. J'ai juste une dernière question. Pourquoi ils ont rompu avec Verstappen Bah, écoute, j'ai appelé Max, puisque tu sais, en Belgique on est plus proche, mais il m'a pas répondu. Mon néerlandais est assez limité. Non, il avait déjà rencontré celle de Daniel Kvyat, c'est pour ça. Oui, on aurait plus d'infos en téléphonant à Kelly Piquet, effectivement. On fera peut-être un petit sujet potin. Pourquoi pas. En tout cas, rien que pour le remake de la guerre Rosberg-Hamilton, moi je dis ça. Mais oui, ils sont d'ailleurs partis en vacances pour la blague. Oui, ils ont fait il y a peu de temps, ils ont fait du jet ski ensemble. Les pauvres, ils s'ennuyaient. On parle de Formula I justement. On reparle de ce Grand Prix de Monaco. Oui, l'I-Prix de Monaco. Je me fais taper sur les doigts quand je commente à la télé belge, donc je dis bien un I-Prix. Un I-Prix qui était sur un tracé un petit peu plus long que l'édition précédente. Alors, il y a eu 3 éditions de l'I-Prix de Monaco. Et en fait, au départ, on passait sur Sainte-Dévote et on descendait à droite et on arrivait à la chicane du port. On ne fait pas la montée, le casino, et on ne passait pas par Mirabeau et le reste. C'est la première fois cette année où on avait le circuit quasiment complet. La seule modification, parce qu'en Formule 1, ils aiment bien rajouter des murs. Donc, ils ont remis des murs à la chicane du port. Mais globalement, la distance était à peu près la même, 3 km 3. Et une course de 45 minutes, comme c'est le cas à chaque épreuve. Seule particularité de Monaco, c'est que sur les 15 épreuves prévues, c'est la seule qui s'est disputée sur un jour. C'est plus compliqué de fermer les rues de Monaco, que ce soit pour la F1, Grand Prix historique, ou pour la Formule 1. Et on a eu de très belles bagarres et surtout des nombreux dépassements. Et ça a donné un petit peu une leçon à la F1. Mais finalement, mine de rien, la Formule 1 commence à être intéressante à ce niveau-là, quand tout le monde ne tombe pas en panne dans le dernier tour. C'est ça. Une remontée incroyable de Vergne. Oui, Verne qui était sur l'une des meilleures voitures avec la DS Techeetah qui avait un nouveau powertrain ce week-end-là, qui a bien fonctionné, 3e version du moteur électrique. On rappelle aussi que c'est la voiture à battre pour l'instant, elle est l'une des plus performantes. La Mercedes fonctionne bien aussi. Il faut savoir que les équipes de Formule E ont des associations avec différents motoristes. Il y a Mercedes, Audi, Nissan qui fournissent le powertrain, donc le moteur électrique. Oui, parce qu'ils ont compris que c'était dans l'air du temps, de toute façon. Totalement. Et marketingement, ça marche bien. Au niveau marketing, ils sont vraiment mis en avant. On voit aujourd'hui des pilotes. C'est vrai qu'au début, la Formule 1, c'était un petit peu la solution pour tous ceux qui étaient poussés en dehors de la F1. Mais maintenant, on a un plateau qui est jeune, qui fonctionne bien, avec des pilotes qui n'ont pas forcément eu leur chance ailleurs et qui montrent qu'ils sont performants. Très comme Verne, finalement, qui a été rapidement... Pour conclure, pardon. Non, mais je voulais juste rebondir sur le fait que ces courses-là en voiture, ça a un intérêt parce qu'on peut les faire en centre-ville. En moto, ils ont fait un championnat et malheureusement, pour des raisons de sécurité, on ne peut pas le faire avec les Energica, d'ailleurs, que j'ai essayé, c'est des super motos. Marche bien. Et c'est assez excitant, cette bruit de turbine. Parce que la moto, c'est aussi le bruit, comme la voiture, d'accord. Mais c'est vrai qu'on va dans l'air du temps. Mais en moto, je trouve que le côté, la possibilité d'être en centre-ville, on ne l'a pas à cause de la sécurité. Ça, c'est dommage. Pour conclure, juste, qui a gagné ce e-prix? Je le sais. C'est l'équipier de Vergne, c'est Antonio Félix da Costa, au prix d'un super dépassement à la chicane du port dans le dernier tour. On a relancé les voitures à 5 minutes de la fin de l'épreuve avec un peu d'énergie sauvegardée et tout le monde a pu s'en donner à cœur joie. Et il a fait un magnifique dépassement sur Robin Freins, le néerlandais qui avait un peu mené la course. Et les grands perdants, c'est finalement Jaguar avec Sam Bird et surtout Mitch Evans qui a mené une partie de la course mais qui s'est fait plusieurs fois dépasser. Franchement, c'était une très très belle épreuve. La prochaine,
ça va être un peu plus différent parce qu'on repart sur un circuit qu'on ne connaît que très très peu, Puebla au Mexique, le circuit Mohamed Aled, qui parle peut-être aux gens qui suivaient à l'époque le WTCC, le championnat du monde des voitures de tourisme. On a eu des belles manches là-bas à Puebla. En gros, c'est un ovale et il y a un infield où on va mettre 4 mules, on va avoir un circuit de Formule 1, quoi. Comme c'est souvent le cas. Maxou, tu as été brillant. Merci. Merci beaucoup. Et je sais Sexy, que... précis, concis. Tu as dit quoi? Sexy. Sexy, précis, concis. Ouais. Sexy, C'est le précis. pull PlayStation. C'est sexy, précis et concis, Maxou. Bah, écoute, si madame regarde... Hein. Et la prochaine personne à prendre la parole sera sexy, précis et concis. C'est l'heure de l'interview, les amis. Il est là depuis le début de l'émission. Il nous parle de son dada, hein, qui est la moto. C'est Philippe Est-ce que je Monneret. vais être sexy, précis? Alors, sexy, C'est sexy que ça oui. rime, forcément. Non, mais bon, Sexy, c'est le oui. rêve de tous les mecs, quoi. Tu vois, Précis. le mec, il repart joyeux. Sexy, Pareil, précis. content. La banane. Toujours Pour le pareil. masque, ça se voit. Précis, c'est sûr. Concis, je suis moins sûr. Mais, non, blague à part, Philippe, tu as piloté énormément de motos sur des... C'est pas une injure, hein, de dire que tu as piloté des motos sur des époques différentes. Bien sûr. Selon toi, qu'est-ce qui a été l'évolution principale sur toutes les motos que tu as eues entre les cuisses, on va dire? Quelle a été l'évolution principale au fil des dernières décennies? Déjà, la puissance. Ça a vraiment, on va dire, presque triplé par rapport à... Bah oui, quand tu vois les motos, même de Saarinen d'ailleurs, même les 500 de temps des années 70, ça faisait guère plus de 200 chevaux. Maintenant, ils sont en 1000 et ça fait pratiquement 300 chevaux. Alors après, ce qui se passe aussi, c'est que c'est possible grâce à l'électronique. Moi, je me rappelle, les derniers Grands Prix que j'ai fait, c'est en 95. On avait des deux temps, des Rocs qui faisaient à peu près, je pense, 185 chevaux de mémoire, max. Et il n'y avait pas d'électronique, c'était un peu de... C'est là où il y avait beaucoup de high-side. Rappelle-toi, à cette époque. Ça existe beaucoup moins maintenant, sauf quand il y a un gros problème. Mais voilà, alors, l'électronique a apporté énormément de choses. Et ce qui a évolué aussi, c'est un ensemble, ça fait partie de la moto, c'est la sécurité. Et est-ce que c'était utile de prendre des risques et de risquer sa vie à chaque week-end? On peut se poser la question. Alors, moi, j'ai pas envie que la compétition devienne non plus un jeu électronique. Tu vois, quand mon ami Gérard Neveu a organisé les 24 heures du Mans virtuelles, je lui dis, putain, arrête de faire ça, tu vas leur donner une idée, ils vont arrêter la course. Et voilà, et c'est ça dont j'ai peur. Parce que après, se mettre dans un simulateur et faire le Paul Ricard en virtuel, bon, c'est excitant. T'aimes ça? On a eu un dîner avec Patrice Lafont, on est obligé de te chercher, tu joues avec ton beau-fils pendant des heures. Ouais, non, mais Même sur les Grands Prix, tu joues en permanence sur le Faites jeu. ce que je dis, pas ce que je fais. Non, mais d'accord, mais je joue, c'est un jeu, mais c'est pas de la compétition pour moi. Voilà, notamment à Spa, quand je faisais le 24 heures de Spa, que la nuit il pleut, il y a du brouillard, etc. À un moment donné, il faut que tu te dises, j'y vais, parce que... Et si tu penses au mec qui peut être tombé au freinage et que tu vois pas dans le noir, bah t'y vas pas. En jeu vidéo, tu le tapes dedans, tu repars le tour d'après, tu appuies sur le bouton et hop, ça repart. Là, c'est complètement différent. Mais même... Donc il y a l'excitation aussi, c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect. Toujours, excuse-moi, mais non, juste mais pour les mecs du Tourist Trophy, même si c'est des courses ça d'une autre époque, ou de Macao que j'ai fait 2 fois, où malheureusement mon ami Bruno Bonneville s'est tué. Voilà. Donc tout ça, c'est ça l'évolution et c'est l'évolution avec les mentalités. Regarde la parité, on est toujours dans l'écologie. Bon, voilà, mais je pense pas que la course apporte a apporté beaucoup de progrès techniques. Une voiture qui consomme 2,5 litres au 100, je suis pas sûr ou 3 litres, je suis pas sûr que ça pollue beaucoup plus qu'une voiture électrique où il y a un bilan carbone peut-être qui sera... On verra. Malheureux. Quel débat tu nous lances? Donc il faut aussi... voilà. Est-ce que on aime bien être politiquement correct. Alors moi je vais te dire, je suis dans le sens du vent parce que dans 2 mois, j'ouvre la première école de moto électrique. Donc, voilà. Voilà, où ça? Sur l'île de Puteaux, donc pas loin d'ici. Ah bah oui, pas loin d'ici. Voilà, donc on va ouvrir ça pour les 125, pour les enfants, etc. Parce qu'il faut quand même évoluer Mais je suis pas sûr qu'il n'y ait pas un problème de batterie à un moment donné. Mais, voilà, mais on va dans ce sens-là, c'est logique. Juste pour finir sur l'évolution, l'aéro a changé aussi sur les motos, parce qu'on pourrait croire un petit peu naïvement qu'il n'y a pas d'aéro sur une moto.
On en parlait tout à l'heure. Ça a beaucoup évolué aussi. On voit des ailettes sur les motos GP. Ouais. Ils ont des ailettes à l'avant. ça. Alors, c'est ce que j'essaie d'expliquer, j'en ai parlé tout à l'heure à Jabouille, c'est que sur une moto, c'est assez compliqué l'aéro. Parce qu'on n'est pas à plat, on prend de l'angle. Ouais. Donc, il ne faut pas qu'à un moment donné, dans les années 50, il y avait l'autorisation d'être avec les carénages complets. Des poubelles, les carénages poubelles, ça s'appelait. Ils nous y ont tiré parce que les mecs sortaient sur les 4 cylindres Gela, sur les Guzzi V8, sur tout ça, parce qu'ils prenaient du vent latéral et ça les poussait hors de la piste. Et les motos, comme les circuits étaient très longs, avec des très longues lignes droites, ils mettaient des braquets et ils faisaient déjà 250, 260 km/h, mais avec pas d'accélération. Donc après, c'était un carénage à peu près classique, là, comme on voit sur cette moto. Et puis petit à petit, avec l'électronique, ils ont aussi cherché des choses pour essayer de ne pas cabrer, vu la puissance. Donc les ailerons, c'est plus pour pas cabrer. Et du coup, on met moins d'électronique et d'anti-wheeling ou d'anti-patinage et on sort plus vite du virage. Voilà. Mais c'est un ensemble de choses. Mais l'aéro, on a vu quand même que les Ducati, ils avaient vraiment fait un boulot. Ils ont toujours, et c'est ça qui est incroyable, c'est que les Italiens sont toujours là et que c'est toujours devant les Japonais qui vont être beaucoup plus. Mais ne serait-ce que le truc pour partir plus vite, pour mettre la moto plus sur l'avant au départ, c'est les Italiens qui l'ont fait, les Japonais sont derrière et ils courent derrière. Et on voit les Ducati qui sont en avance techniquement. On va parler de MotoGP avec Rémi. Je pense que vous allez vous en donner à cœur joie parce que l'actualité est assez chargée. J'ai juste une dernière petite question pour toi, Philippe. Il y a un pilote qui a le record de vitesse sur un circuit au Castellet, 357 km/h. Sais-tu qui est ce pilote ? Non, mais ça, c'était pour l'émission Automoto. Donc, mais donc c'est toi. Oui. Mais bon, les records, c'est fait pour être battu. Et demain, tu mets n'importe quel mec avec cette moto. Ah oui, tu considères que c'est... Oui. Ton père, il en a eu combien des records du monde ? 183. Bon. Mais là, là, 357 km/h en moto, ça fait quoi, Philippe, concrètement ? c'est-à-dire que comme c'est sur un circuit, il faut quand même bien sortir du virage du bas. Ouais. C'est mieux. Voilà, là où je te disais de reprendre comme ça, et pas freiner trop tard non plus avant signe, quoi. Ouais. Mais Mais il faut freiner. Ah, parce que t'as freiné un signe. Oh, le petit joueur. Oh, le petit joueur. Mais voilà. Mais tu sais, j'ai repris une katana avec laquelle j'avais couru en 1981. Et à 240, elle commençait à faire comme ça. J'étais à fond avec. Et je suis rentré, j'ai dit c'est une belle moto de collection, les salons où elle est. Et alors que tu prends cette Kawasaki, t'es derrière, il se passe rien, quoi. Sauf le seul truc dont on a peur, c'est le problème de pneumatique. Si jamais on déchappe, là on est très très mal. Eh oui. Voilà. On a une question dans le chat, parce que oui, je suis les questions du chat grâce à mon oreillette. Est-ce que tu as suivi le documentaire sur la F1 sur Netflix, et est-ce que ce documentaire est transposable ? J'ai une cacahuète dans la gorge, c'est terrible, c'est le drame de n'importe qui présente une émission. Est-ce que, si je peux avoir un verre d'eau et tout, parce que je sais que ça ne va pas partir. On est en train de perdre Arnaud. J'ai un tout petit peu d'expérience en la matière. Je sais que ça va pas partir. Est-ce que le dossier de F1 Netflix est transposable à la moto ? Tout est transposable à la moto, je pense. Et la moto, la Dorna a fait beaucoup d'efforts pour, à un moment donné, essayer de se mettre dans les critères de la F1. Alors, c'est compliqué quand même d'être au niveau de la moto en termes de spectacle. Moi, je trouve que, personnellement, être sur le bord de la piste en F1, ça va tellement vite dans les virages, c'est très, très impressionnant. En moto, ça ne va pas vite en virage. En revanche, à la télé, je trouve que la moto, c'est imbattable en termes de spectacle parce qu'il y a beaucoup de dépassements, etc. C'est un peu ça. Mais j'ai aucune raison d'opposer. C'est tous des grands champions. Et je pense aussi, j'en ai beaucoup parlé avec des pilotes de F1, je pense que la part du pilote sur une moto reste quand même encore un peu plus importante que dans une F1. Avec tout ce qui est justement électronique, maintenant, etc. Mais c'est... Et puis, on ne pourrait pas faire un grand prix de 2 heures en moto. Les mecs seraient... D'abord, les mecs seraient morts. Et physiquement, c'est très, très... Et puis, il y a ce petit côté aussi que un tête-à-queue, en moto, ça n'existe pas. C'est une chute. C'est une chute. Et les mecs roulent souvent un peu blessés, quoi. Et regardez Marquez, il a du mal à revenir à cause de sa blessure. Alors, on va parler du dernier GP.
Rémi, je suppose que tu l'as suivi également. Peut-être faire un tout petit mot en ouverture, un petit hommage à Jason à Dupasquier. Jason, ouais. Ouais, ça a été terrible. Hein. Il y a eu une année qui avait été terrible pour les Suisses, en 83. Il y avait trois pilotes suisses qui étaient morts, et c'était pratiquement pas arrivé depuis. Là, malchance d'ailleurs, il y a un jeune qui s'est tué également en motocross, un Suisse, mais ça a été terrible. Nous, on était en train de commenter le Superbike. Je sais que Philippe aime pas, mais quand j'ai annoncé, quand on a rendu hommage, c'est... Comment ça, j'aime pas? Bah, quand on avait commenté la mort de Daijiro Kato, je me souviens que tu parles plus, et vous les pilotes... Parce que c'est quelque chose qu'on occulte, ça. Alors, c'est sûr que ça te... Parce que si tu commences à faire de la course et à penser à la mort, bah, tu le fais pas, quoi, ou tu t'occultes ça. Donc, quand ça arrive, tu le prends un peu, donc tu es un peu quand même... voilà. Je pense que Fabio Quartararo, il l'a dit, il a pensé tous les tours, il a pensé à ce chaque gamin fois qu'il passait au qui virage. avait 3 ans de moins que lui, quoi. Ouais, mais je pense pas, je pense pas qu'il y ait pensé... Enfin, à un moment donné, quand tu es sur la moto, Oui. voilà, il faut une concentration. Mais juste pour... Là, on parlait sécurité. Il y a quelque chose qu'on n'évitera jamais, c'est quelqu'un qui est sur la piste et qui se fait percuter C'est par un ça, autre parce que pilote. dans le chat, on nous demande est-ce qu'on aurait pu éviter ce Il y en aura toujours. Le problème, Non, on c'est peut qu'en pas. moto, si tu te fais percuter, il y aura toujours des accidents. Parce il y en a que les beaucoup moins protections, qu'avant. elles sont Il y en impeccables, a beaucoup la moins qu'avant. sécurité. Avant, les pilotes dans les années Exactement. 70-80, j'ai la liste, il y a eu 26 essais, ils se disaient au revoir sur la grille de Ouais, départ. c'est ça, ouais. Là, depuis qu'on a commenté ensemble, moi, en 25 ans, on a eu Marco Simoncelli, Daijiro Kato, Shoya Tomizawa. Simoncelli percuté sur la Percuté, piste. ouais. Salom. Tomizawa percuté sur la piste par Redding. Voilà. Mais même si on vient il y a 40 ans, parce qu'on vient juste de fêter les 40 ans, enfin de fêter, pas de fêter, mais de penser à Michel Rougerie, moi c'était mon idole, Michel, qui est mort, percuté aussi sur la piste. Il tombe, il a rien, il va pour partir et il se fait percuter par un pilote qui le voit pas. Patrick Ponce aussi pareil, qui lui se fait percuter par Michel. Voilà, c'est beaucoup des choses comme ça en moto. Alors maintenant on a limité tout ce qui était obstacle. Ça, c'est bien déjà. On va reparler de la course. Quartararo, Encore en pôle. encore en pôle impérial. C'est 5e le pôle plus rapide d'affilée. sur un tour. 15 pôles dans sa carrière déjà, c'est incroyable. Il est presque tout le temps en première ligne ou en pôle, à 5 pôles d'affilée. À l'époque, le géant, le seul pour les pôles, c'était Christian Saron. Il est déjà repoussé aux oubliettes, c'est absolument incroyable. Et du coup, voilà que Zarco s'y met aussi maintenant. Là, les 2 Français qui sont en première ligne à chaque fois, Philippe. Ouais, c'est ça qui est... voilà. On s'y attendait quand même parce que Randy de Pugnet s'était occupé à un moment donné d'entraîner Quartararo. Et il m'avait dit, j'ai jamais vu un mec aussi doué sur une moto. Donc, l'expertise quand même de quelqu'un qui est très sûr, bon, ouais. là, et qui te dit, j'ai jamais vu ça, ça te met déjà la puce à l'oreille. Alors après, on avait tous les Niçois derrière nous qui nous poussaient, dont Jackie Honda, des anciens pilotes, etc. Et puis... là, vraiment, en MotoGP, il a explosé parce qu'il était très jeune. C'est ça aussi. Il a de la maturité maintenant. Il domine, c'est le plus fort. Et voilà, quand on regarde les autres pilotes Yamaha, où ils sont pas là, quoi. Mais les mecs qui débutaient, c'était impossible de faire ça. C'est 41 courses, 15 pôles, vas-tu première ligne. À l'époque de Douane ou même de Rossi, le mec qui arrivait, il attendait 5 ans pour faire une pôle. Donc on est d'accord que le pilote, enfin c'est pas juste la moto qui. Mais on a le meilleur pilote français de tous les temps. sur un tour. Mais comment on explique ça que sur un tour on soit autant au-dessus des autres? Alors, c'est toujours difficile de dire de tous les temps parce qu'on peut pas. Là maintenant, ce qui se passe quand même en MotoGP, c'est que lui a une vraie moto officielle et c'est très serré entre les motos. Ils ont les mêmes pneumatiques, etc. Du temps de Christian Saron, par exemple, lui avait toujours des motos qui n'étaient pas forcément les meilleures. Ou même avant, du temps de Rougerie, de Ponce, quand dis-tu, il n'a pas une bonne 500. En plus, Christian, il s'abordait ses pôles parce qu'il fallait partir à la poussette et il n'y arriverait pas. Mais donc c'est difficile. En tout cas, c'est le meilleur pilote du moment. Ça, j'en suis sûr. Et il n'a pas fini. Il n'a que 22 ans, donc sa carrière, elle est en devenir. Voilà. Oui, parce qu'on a l'impression qu'il est là depuis très longtemps. C'est juste oui. voilà. Ouais. Le Grand Prix remporté par Oliveira et qui a vu. Alors, on parlait de Quartararo qui a vu incident, on va dire, en tout cas, ce fait de course sur la combinaison de. Du jamais vu. de Du jamais vu. J'ai avait chaud. enquêté. Alors, il y a le père il y a Hubert Rigal qui, une fois, est parti.
il a oublié combinaison ouverte. Très vite, il a pu fermer. Mais là, une combinaison qui s'ouvre comme ça, je vois qu'il y a une polémique depuis un ou deux jours. Je regarde sur les réseaux sociaux avec évidemment le manufacturier cuir qui essaye de se défausser, mais c'est du jamais vu. Après, Et avec les vitesses, il suffit Ça s'explique. que tu fermes un peu mal en haut, tu vois, ça s'engouffre, ça peut te faire descendre la fermeture éclair. Bah, de toute façon, c'est l'explication, parce qu'après, on voit qu'il n'avait pas pété la fermeture, il la remonte. Donc il y a... Ils sont nombreux à rouler torse nu comme ça, c'est une explication ou pas ça? lui, en tout cas, il est tout le temps, presque tout le temps, torse nu dans Il est le torse box. nu. Alors tu sais que, pour anecdote, mais avant-guerre, mon père roulait en maillot de soie. Parce que comme il y avait des motos françaises qui marchaient un peu moins bien, par rapport aux Anglais, lui, il avait trouvé, parce que le cuir était trop épais, il n'y avait pas d'aéro, justement, il n'y avait pas de carénage déjà, et donc il roulait en maillot de soie. Alors imagine quand il tombait, même si ça marchait qu'à 180 km/h, Ouais, quand tu tombais en maillot de soie, ça pique un peu. Ouais. ça piquait. Est-ce qu'on pouvait arrêter Fabio au drapeau Mais noir? normalement, c'est bien ce qu'ont demandé plusieurs pilotes, donc Casey Stoner. Généralement, je suis fan de lui, mais je pense que sur ce coup-là, il aurait quand même mieux fait de se taire. Mais est-ce que Stoner, il serait arrêté s'il est en train de jouer le titre? Ben non, je connais pas un mec de MotoGP qui serait arrêté. Et il dort mieux parce du coup, il a pris des points quand même. Oui. Mais effectivement, normalement, si on lit, mais comme c'était jamais arrivé, ils ont mis du temps. Mais si on avait vu le règlement, et je trouve que là, de ce côté-là, il s'en sort bien, Fabio, il aurait pu être mis hors course. Et oui, s'ils avaient été très réactifs. En invoquant la sécurité, Bien sûr. j'imagine. Et la sécurité à lui, mais également quand le plastron est tombé, que ça, voilà, Oui, qu'il en oui, fasse oui. tomber un autre. Alors, il marque des points un peu moins que prévu parce qu'il prend une double pénalité. Une double pénalité, donc pour ne pas avoir assez ralenti suite à un freinage un peu tardif. Ça, déjà, il Bon, avait ça- fait le long lap quand même. Et normalement, quand on est pénalisé, on a un long lap. Celle-là, elle est un peu sévère. Bon, déjà. Et après, à partir du moment où ils ont fini, c'est des heures après qu'il y a la deuxième pénalité. Un petit Donc, peu sous la pression d'autres pilotes également. C'est là où Donc- il a dit qu'il allait maintenant vendre chèrement sa peau. C'est ça. Parce que là, il a compris que ce que c'était que d'être en tête du championnat. Et que tous ceux qui lui font des sourires sur le podium, et peut-être même un de ses compatriotes. Hein. Mais voilà, il y a eu réclamation, en gros, de Suzuki et de Ducati. Ducati. Les deux marques qui pensent pouvoir gagner le titre. Mais il perd quand même 2 fois beaucoup de points. La première fois, quand il se fait pas opérer là où il faut, Bien sûr. et qu'il est obligé d'aller se faire opérer de syndrome des loges pour voilà, et il perd. 22 points. Et surtout, ce qui est embêtant, Philippe, c'est qu'il perd 2 fois. Il perd sur ses 2 circuits préférés. Parce que Jerez, c'est son circuit préféré, il gagne tout le temps. Il perd 22 points. Là, Barcelone, il avait déjà gagné son seul Grand Prix en 2,5. Il avait gagné les dernières. Et maintenant, c'est ça qui m'inquiète, parce que pour être champion du monde, il faut avoir de la chance. Et là, on va arriver, il va les scoltiner. Il n'a pas la chance de faire 2 fois Jerez ou Barcelone cette année, ou même Le Mans. Mais il va avoir 2 doses de l'Autriche, où les KTM et les Ducati vont bien marcher. Pour être champion du monde, il faut être le meilleur et avoir une bonne moto. Et après, un peu de réussite. Mais c'est pas la chance qui fait qu'on est champion du monde, parce qu'autrement, voilà. Mais la malchance peut te faire C'est le perdre. plus cocu qui serait... tu vois, non. Là, lui, il est tellement au-dessus du lot, c'est ça qu'il sauve, parce qu'il n'a pas vraiment d'adversaire aussi fort que lui. Il n'a pas un Marquez en pleine forme, il n'a pas... voilà. Donc, mais il faut faire attention qu'il ne perde pas trop de points sur des trucs comme ça, parce que il y a des pilotes qui peuvent... alors, Marquez, il est en difficulté, mais il y a Zarco qui est là. Son challenger, pour l'instant, c'est l'autre français. Et il va y avoir J'allais en toutes les parler. Ducati. On a enterré la bonne entente là entre les deux ou pas? J'en ai peur. C'est les entonner la Marseillaise ensemble sur le podium, rigoler dans les interviews avant le Grand Prix de France. Je pense que là, il a compris que Zarco allait tout faire pour être champion du monde. Parce que Zarco, aussi incroyable que ça puisse paraître, a toujours pas gagné Grand Prix. 11 podiums, 8 fois deuxième, c'est le Raymond Poulidor de la moto. Et il a 30 mais ans. il sait parfaitement, déjà, quand pas Philippe 22 Lataouvet, dans la petite catégorie, il savait déjà, il nous parlait tout le temps que du championnat. Felon lui a mis dans la tête le championnat. Il pense qu'au championnat, et pourquoi pas. Là, il a la moto. Pour la première fois, il a eu une chance d'être champion, Johan Zarco. Là, il a récupéré des points, il n'est plus qu'à 14 points. On va arriver sur des circuits qui Sur sont... des circuits favorables, Brno et surtout l'Autriche 2 fois. Moi, ce qui m'inquiète pour Fabio, c'est l'Autriche, les 2 courses en Autriche. Et puis il a l'exemple de Johan Mir l'année dernière, Zarco, Qui est parti aussi, de loin et qui est qui est parti de remonté. loin, qui a pas, il a gagné une course ou même pas de course. Il a mis très tard en fin de saison avant de gagner, effectivement, mais il a été champion. Et d'ailleurs, Suzuki a fait réclamation aussi. Hein. Donc, Ah ouais. ils n'ont pas abandonné, Suzuki et Ducati. C'est Paolo Ciabatti qui allait faire la réclamation. Et du coup, Zarco, il est peut-être le mieux placé pour être champion avec l'expérience cette année par rapport à... Au niveau des points, oui, l'expérience, oui. Normalement, ça doit être soit Miller, soit son coéquipier. Ça doit être lui Ça va lui dépendre aussi des conditions météo, parce qu'on a vu que Zarco, quand c'était des pistes un peu séchantes ou voire complètement mouillées, il est très très fort. Mais ça va être la canicule, là, cet été. En Autriche. Monsieur météo, là. J'ai une mauvaise nouvelle, c'est que c'est déjà fini.
En tout juste- cas, le MotoGP. Je vais juste rajouter que, Ah ouais, attention quand même à KTM. Oliveira, rien fait, 0 points quasiment depuis 5 Grands Prix, 20 points au Mugello, 25 points là. Et c'est une machine qui, par exemple, justement, va bien marcher en Autriche. Et qui va rentrer en dans la République danse tchèque. pour la suite du championnat. Donc attention à ce qu'il n'y ait pas une troisième marque Troisième qui vienne là, s'en mêler. Les amis, merci Philippe, Rémi, pour cette expertise précieuse. Nous allons parler esprit Bibendum avec Maxou, n'y voyez aucun lien. Mais c'est-à-dire que sur l'esprit Bibendum, tout de suite Maxou m'a dit rien sur le physique. C'est pour ça que j'ai précisé aucun lien, donc j'ai rien dit. Ça fait 30 ans que je dois subir ce physique, donc autant que je rigole. Non, blague à part, on va voir. C'est quand même sexy, t'as vu? On te l'a dit tout à Et l'heure. ouais. Je suis très bel homme sandwich. Nous allons parler. Alors, on a parlé de pneus qui éclatent. Là, on va parler de bons pneus. Ah oui, des pneus qui n'éclatent pas et d'un métier de rêve. On va voir une petite vidéo, un petit reportage sur un métier qui est assez intéressant finalement et qui peut-être fait rêver certaines personnes. Voilà, pour BMW, on teste les pneus Michelin à Clermont-Ferrand sur ce test qui est réalisé. On voit un petit peu ce que ça peut donner. On travaille sur l'amélioration et la gestion du pneumatique en fonction de la voiture pour aller au maximum des capacités. Sur le circuit de la Doue. Exactement, qui est utilisé aussi en moto, si je ne dis Bien pas de sûr. bêtises, qui est une piste plutôt réputée. Et voilà, c'est un métier qui peut paraître assez anodin, mais ça prend pas mal de connaissances et de temps, puisque les pneus, c'est un peu ce qui fait le contact avec la route. C'est un peu basique de dire ça, c'est très, très admis comme idée, mais c'est très important. Et avec ce petit reportage, on va voir ce que ça donne et ce que représente le métier auprès de Michelin. Donc, ils poussent les pneus. À fond. Ils cherchent en fait à les pousser à fond, surtout, mais aussi à les adapter au mieux à la voiture. Pour qu'on ait quelque chose de... Mais je peux dire un petit mot sur le Avec grand soleil. Parce que sur ce circuit-là, ils ont développé le pneu radial. Oui. Ça remonte. Le pneu radial pour la moto, d'accord, les essais ont été faits par Jack Finlay, grand pilote, qui était mon beau-père en plus. Donc j'écoutais vraiment ce qu'il me disait sur ces pneumatiques et l'évolution, et avec l'impulsion de Pierre Dupasquier, de tout ça. Donc c'est vraiment Michelin, une marque qui était précurseur dans ce domaine-là. Et beaucoup, Et beaucoup de réactif, travail. tu parlais tout à l'heure des Italiens. Souviens-toi qu'il y a une période des Grands Prix où le samedi soir, après les essais, ils étaient capables, même en Angleterre ou aux Pays-Bas, de repartir et de faire monter de Clermont-Ferrand les bons pneus pour le dimanche. Ça, c'était énorme. Et très réactif, parce que nous, quand on était en tête des 24 heures du Mans, d'un seul coup, à un quart d'heure de la fin, ils sont venus nous voir, ils ont dit « Quoi qu'il arrive, on vous offre les pneus ». Moi, je trouve que c'est une bonne réaction d'Auvergnat. Très, très réactif. Est-ce que quelqu'un ici aimerait faire ce métier? Le métier à tissier. Tester les pneus? Ouais, tester les pneus. Jusqu'à Franchement, l'accord, moi, faire je- des grands travers, ça peut être génial. Moi, je signe. Ah, Ouais, c'est tout sûr. Franchement. Non, moi, j'ai fait on beaucoup t'a demandé dans ta carrière. J'en ai fait pas mal, ouais, bien sûr. C'est crucial en plus. Il y a plein de très bons pilotes qui font ça. Ouais, non, mais c'est quand même pas facile. Il faut avoir beaucoup de feedback, de donner des informations et tout. Je trouve que c'est un vrai métier. Et les pilotes essayeurs, c'est important. Oui, parce qu'il y a des, que ce soit en voiture ou en moto, il y a des pilotes qui pilotent de manière animale sans trop comprendre mécaniquement ce qui se passe. Et tu as des pilotes qui savent retranscrire Mais voilà. mécaniquement et faire des retours aux ingénieurs. Mais pour tout, moi je travaille au Paul Ricard, celui qui dirige notre école là-bas, c'est Hervé Moineau. C'est un type, il a quelque chose en plus que les autres, notamment quand il est en bord de piste. Il va tout de suite analyser. Et effectivement, putain, merde, oui, il a raison, on le voit, mais c'est lui qui le voit en premier. Il y a des gens qui ont plus de feeling, qui sont meilleurs que d'autres. C'est comme dans le pilotage ou dans... Voilà. Moineau survole. Voilà. Ah bah oui. Ah non, mais moi je m'incline. T'aurais dû faire humour. Hein. Comment on fait pour développer des pneus différents selon le modèle, selon la marque? Quels sont les critères pour développer des pneus Ça dépend de ce qu'on veut rechercher sur les pneus. Parce qu'un pneu, pour tous les jours, il faut qu'il soit en température rapidement, il faut qu'il puisse rouler par tous les temps, ce qui est complètement différent par rapport... Le slick, par exemple, on pourrait rouler en slick, en moto, sur la route, sauf qu'on ne mettrait jamais en température. Donc, et puis quand il pleut, on sera un peu dans la merde. Mais c'est surtout pour ça, un pneu de série, c'est un pneu qui
qui est bien par tous les temps. Et je pense que c'est assez difficile. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ça. Il faudra en parler aux gens de chez Michelin, ou de chez Dunlop ou d'autres. Mais Chez Michelin, c'est bien. Ouais, chez Michelin, ça m'arrange. Franchement. mais les autres parlent aussi. Ouais, mais chez Michelin. Moins je de chez préfère Pirelli. Michelin. Ouais. Parce que, Parle-moi à Pirelli. non, mais je veux dire que ça dépend de ce qu'on veut faire. Hein, voilà. Et donc, toi, tu as vu on parlait de l'évolution des motos, tu as vu aussi. Les pneus, on n'en a pas parlé. Des pneus, c'est énorme, les pneus. Ah oui, oui. Ça m'arrangerait, tu vois, là, par exemple, Michelin, ça Que t'en m'arrangerait que tu parles des pneus. L'évolution des Quand pneus. ils ont sorti le Bigum en Australie, Bien sûr, mais Thaïlande. c'est ce que je disais. Je t'ai quand même pas mal parlé des pneus. Je t'ai parlé du radial déjà inventé par c'est Michelin sur le circuit de la Doue. Alors après, Le Bigum, le ils ont Bigum. toujours le Bigum. Le Bigum, qu'est-ce que c'est que le Bigum? C'était une évolution, c'est-à-dire. Parce que chez Malabar, ça a été un C'est truc génial. énorme. Et, Arrête avec Malabar aussi. ah, c'est tu veux. Bigou. Ouais, merde. Non, le bigum, c'est parce qu'il y a des circuits où il y a plus de virages à droite ou à gauche, donc le pneu monte plus en température d'un côté ou de l'autre. Donc, d'un seul coup, ils se sont dit, on va faire un bigum. Mais non. Mais bien sûr. Et voilà. Et C'est génial. Ça a été, Non, mais c'est très con, mais c'est les idées les. tu rentres chez toi, par exemple, tu calcules le nombre de virages que Mais tu oui, auras c'est et ça. tu mets un bigum. Tu vois. Maintenant, on a 3 gommes en plus. Maintenant. Donc, Oui, selon alors, le en plus, circuit. bien sûr, parce que tu as la bande de roulement, tu as à Et les gauche, flancs, tu vois, ouais. t'as machin. Plus ou moins dur, plus ou moins tendre d'un Incroyable. côté et de l'autre. Et tu Donc, ils ont fait. Alors, à un moment donné, ils sont partis un peu dans le 16 pouces et demi. Après, C'était marrant, revenus. avec Gary McCoy, il avait ses 3 victoires. Alors, justement, lui, il avait. Parce qu'il avait. Il arrivait à les passer, et pas les autres, en Afrique du Sud, à Velcom. Donc, il y a eu pas mal de recherches. Maintenant, c'est un peu figé. Donc, et puis, à l'époque, c'était pas monomarque. Maintenant, Oui. les MotoGP, c'est monomarque. Donc, voilà. Donc, ça. Maintenant, il n'y a que Michelin. Ouais. Voilà. Mais c'est très bien. Mais par exemple, si je dis, pour toi, s'il y a un manufacturier qui a dominé la discipline. Michelin. Et qui non, mais dominera la discipline. Sans plaisanter, on a fait le retour en avion du Brésil le jour où Makoto Tamada a arrêté. Je crois qu'on était à 87 ou 90 victoires d'affilée pour Michelin. C'était énorme. La dernière fois qu'ils avaient perdu, c'était pendant une Coupe du Monde de foot. C'était Simon Craffard à Donington. Ils ont failli atteindre, alors qu'il y avait au moins 3 concurrents. Ils étaient 3. Ils ont failli atteindre 100 victoires d'affilée en MotoGP et en 500. C'était incroyable. De qui tu parles? La Michelin. marque de Michelin. Et je peux vous dire que Nekula Goubert, j'ai voyagé à côté de lui trop pour le magnifique. voyage retour. Pendant les 13 heures, le gars venait d'en gagner 90 d'affilée. Mais la tête qu'il faisait, parce qu'il supportait pas d'avoir Bon, perdu. on va parler, si tu veux qu'on parle pneu, mais ils ont été malmenés quand même par Bridgestone à un moment donné, notamment avec le pneu avant. Mais ils ont réagi. C'est ça le truc de Michelin. Et, Moi, j'en ai pas du tout souvenance de ça. Ouais. Et tu vois, il se souvient. On ne parlera pas du Grand Prix de F1 des États-Unis en 2005. On n'en parlera pas. Non, c'était quand même la référence pendant des années quand il y avait multimarque, ça c'est clair. Et quand on était en Michelin, on avait plus de chances de gagner qu'avec une autre marque. Vous avez parfaitement, Ça te va fait Ça te va, ça, ouais, ou pas franchement. C'est la vérité. Ouais, Et en la plus, vérité. c'est la vérité. Mais je pense qu'ils ont été dominés en pneus avant par Bridgestone quand même pendant. C'est ça qui a fait la différence. Mais ça leur a permis Je connais pas. de travailler. Bon, messieurs, merci beaucoup. Merci Maxou Mais avec de plaisir. nous avoir parlé de Michelin. Je te garde sous la main parce que nous allons parler IndyCar maintenant. Maxou, l'IndyCar. Est-ce que... Tu fais tout dans cette émission. Non, te mais parle J'ai du café à faire après. Les 500 miles d'Indianapolis, ça te parle Attends, quand ou, tu te déplaces de Belgique, tu viens pas pour rien. Hein. Ah bah, pour trouver une place dans Paris, déjà, ça valait le coup. Donc, pour me Non, garer, c'est déjà un exploit. C'est notre couteau suisse, Maxou. Et il y a eu les 500 miles... Si je fais bibondome, couteau suisse, ça fait beaucoup quand même. En plus, tu es belge, donc aucun rapport. Est-ce que c'est un avantage? Je ne sais pas. Peut-être. Les 500 miles d'Indianapolis, on va en parler. Je ne sais même pas par quoi commencer. Est-ce que Dixon, Rossi, déjà on va commencer par le mauvais. Ça a été une catastrophe pour eux. Est-ce qu'on a des explications? Ah, le mauvais, en tout cas pour ce week-end, parce que bon, Scott Dixon, c'est pas un débutant dans la discipline, il domine le début de saison, il a eu un souci, et ce souci a été identique aussi chez Rossi. C'est-à-dire que quand ils sont rentrés au stand pour leur premier arrêt, il n'y avait plus de carburant dans la voiture. Donc on n'a pas su la redémarrer. Ils ont perdu énormément de temps, ils ont pu repartir. Rossi. Alexander, hein, pas... Sinon, il ça parle nous moins fait bien une belle italien. carrière. hein, ouais, Sinon, ça commencera à faire Ouais, une mais belle carrière. vous allez bientôt l'avoir en voiture. Hein.
Mais il paraît ça. Ah Mais oui, il alors, nous a voilà. teasé avec les essais qu'il a fait avec Mercedes aussi, un peu de promo pour. Il va venir, il veut les faire les sponsors, courses mais- d'endurance. Mais il a roulé avec une Ferrari 458 GT3 à l'époque. Il avait aussi fait un peu de rallye avec Ford, évidemment. Le Et rallye, son on en fait équipe. beaucoup, tous les ans. Mais il adore le ça. rallye de Monza, c'est un peu lui qui l'a mis en place aussi chaque année depuis 2000. On parle de Valentino Rossi, 2012, Valentino Rossi. Oui. Oui, pas Alexander. Lui, il fait Le un lien peu avec moins. l'IndyCar, Mais je venais de lancer. Il fallait pas nous inviter si tu voulais pas qu'on Très rebondisse bien, sur la moto. très Rossi, bien, très Alexander, bien, Valentino, voilà. Bon, l'IndyCar. L'IndyCar. Donc ils s'arrêtent, ils n'ont plus d'essence. Oui, et ils C'est, ont beaucoup de on en mal pour. était là, ouais. pour C'est repartir. moche quand même. Hein. Ce qui est un petit peu dommage, c'est une course qui a été plutôt propre, donc peu de neutralisation, et du coup, forcément, les arrêts se font sous drapeau jaune. Sous drapeau jaune, c'est plus facile, sous drapeau vert, c'est plus compliqué. Donc les arrêts se font sous drapeau vert, pardon. D'accord. Et les relais, alors le manufacturier qu'on ne citera pas, vient avec toujours 2 types de pneus, un tendre et un médium, bien moins bon que Michelin, bien sûr, évidemment, mais bon, Michelin n'est pas en IndyCar. Et donc cette course est marquée d'abord par plusieurs événements. D'abord, Romain Grosjean, qu'on avait reçu ici il y a 2 semaines, n'était pas là, puisque malgré l'insistance et l'envie de participer à cette course mythique, madame et les enfants ont dit non, donc il a respecté ça. cet engagement. Il a respecté cet engagement, même si sur Twitter ça a été difficile pour lui de voir les copains rouler. Il ne fera pas d'ovale parce que ça demande beaucoup de préparation. C'est très particulier de rouler sur ovale en IndyCar. Pour ceux qui dans le chat ne verraient pas ce que c'est l'IndyCar, c'est une Formule 1 à l'américaine simplifiée. Ça fait un peu grincer des dents de dire ça, mais c'est des voitures beaucoup plus brutes, beaucoup moins d'électronique. Je pense qu'à ce stade de l'émission, Voilà. D'aéro. Beaucoup moins, de l'émission, les gens qui nous regardent savent ce que savent ce que c'est. l'IndyCar. Ouais. Alors on parle là-dessus. Ouais, ouais. Oui, donc les soucis surtout pour Scott Dixon qui était bien parti. Il avait réalisé le meilleur temps. Il était sur les meilleurs pilotes. En tout cas, les paris étaient sur Dixon pour cette victoire qu'il n'aura finalement pas eu cette année. Parce que c'est tout simplement à cause de cette panne d'essence. Pourquoi en ligne droite, ils se mettent au milieu de la piste, les pilotes? Alors c'est un peu Pourquoi en sortant du virage, ils longent pas le mur et c'est un peu particulier. En fait, il faut savoir qu'une IndyCar n'a pas le volant droit. En fait, en ligne droite, le volant est un petit peu de travers sur la droite pour que quand on prend un virage, il soit parfaitement aligné et qu'on soit sur le bon angle du virage. Et le problème, c'est que quand on roule en peloton à 2 voire 3 de front, on ne peut pas se mettre contre le mur parce qu'on a ce qu'on appelle le side draft, qui en fait aspire la voiture et la rend très instable en fait. Donc pour éviter les problèmes avec On voit des sur trous les d'air images. et des difficultés, tous les pilotes, dès qu'ils sont sortis du dernier virage, ou en tout cas à l'attaque d'une ligne droite, viennent se remettre en plein milieu de la ligne pour droite une question d'aéro? et être beaucoup plus stable en aéro. Et si jamais il faut déboîter, on peut attaquer à gauche ou à droite, mais au moins on a de la place des 2 côtés, c'est un peu plus sûr. C'est toujours un petit peu la question qui se pose aux 500 miles de voir, et Pagenaud l'avait fait l'année de sa victoire, de voir un pilote mener la course. Est-ce que c'est un bon calcul de mener la course aux 500 miles? C'est toujours un bon calcul d'être dans les 30-40 derniers tours dans le top 5 ou le top 10. Ça, c'est sûr. Maintenant, mener, quand on regarde cette année, Castroneves qui a emporté la course, il a mené une vingtaine de tours et derrière, on a mené 30-40 tours. On s'est un peu passé le relais. Donc non, c'est pas primordial d'être devant parce que du coup, on a le clean air, c'est bien, ça refroidit les moteurs et les freins. Par contre, effectivement, on doit faire toutes les voitures derrière nous s'aspirent l'une l'autre, forcément, c'est le principe. Et du coup, c'est une position qui est très délicate. Par contre, effectivement, une fois qu'on est dans les 10 derniers tours, qu'il n'y a pas de drapeau jaune et qu'on a assez de carburant pour aller au bout, c'est un peu comme quand on prépare un sprint sur une étape du Tour de France. Il faut bien se placer pour être au dernier moment prêt à bondir. C'est ce qu'a fait d'ailleurs justement Simon Pagenaud dans la fin de sa course. Oui, on en parle de Pagenaud. Il voulait être dans le top 10 au bout de 100 tours. Il était un petit peu en retard sur son tableau de marche, Oui. et pourtant il arrive à finir sur le podium, et on en est même à regretter qu'il n'y ait pas eu quelques tours de plus, parce qu'il avait la victoire entre les mains. Oui, il est rentré au 176e tour, c'est le pilote qui est rentré le plus tard dans le top 10. Il partait 26e quand même, Ouais. Simon, qui a gagné il y a 2 ans, c'est le seul Français à avoir remporté en tout cas les 500 miles modernes. Et oui, il avait fait une bonne course, son moteur n'était pas le plus performant non plus, on sait qu'entre Chevrolet et Honda, c'est toujours un petit peu la guéguerre, on a une bonne mesure, un bon étalonnage aux 500 miles. Et oui, Simon est l'une des meilleures remontées. Il termine 3e, effectivement. Peut-être pas quelques tours en plus, comme tu as dit, mais surtout une neutralisation. Ça aurait pu changer un petit peu aussi la marche qu'il avait, parce qu'il était vraiment celui qui avait le plus de carburant. Donc on lui a dit, le spotter lui a dit à la radio, jusqu'au bout, vas-y à fond et n'hésite pas, ce qui n'était pas le cas devant d'autres qui ont dû attendre un drapeau jaune. C'était le cas de Sato aussi, qui est resté très longtemps en piste, mais qui finalement a dû rentrer quelques tours avant la fin. Ça veut dire quoi les 500 miles modernes? C'est avec ces nouvelles voitures, parce qu'il y a quand même pas mal de changements depuis la fin des années 80, quand le kart et l'IndyCar ont fusionné. Au niveau des voitures, ça a été un revirement complet au niveau du
du fonctionnement des voitures, au niveau de la direction aussi. On commençait à électroniser un peu les voitures, comme le faisait la F1. On avait le Grand Prix des États-Unis qui revenait aussi à Indianapolis, avec plus ou moins de succès, on s'en souvient. Mais les voitures, aujourd'hui, sont vraiment beaucoup plus affinées, beaucoup plus brutes. C'est normal, ça évolue avec la technologie. Mais à l'ancienne, il y avait vraiment ce côté... il fallait avoir 30 ans ou plus, vraiment avoir de l'expérience pour conduire ces voitures. Aujourd'hui, l'IndyCar est beaucoup plus jeune qu'à l'époque où les vainqueurs avaient 30 et plus. Maintenant, on a des gens comme Palou, Patricio Howard, ou Rinus VeeKay, le néerlandais, qui ont 21, 22, 24 ans et qui étaient en fait là pour gagner cette année. La victoire de Castroneves, c'est un peu une surprise parce que finalement... On en dit un petit mot de la victoire de Oui, Castroneves. alors Spider-Man... Il gagne. Pourquoi Spider-Man? En gros, la tradition quand Castroneves gagne une course, c'est de faire Spider-Man sur les grilles. Alors non, ce n'est pas Donald Renew sous le casque, ce n'est pas le vrai Spider-Man. Mais la dernière fois qu'il l'a fait aux 500 miles, c'était en 2009, lors de sa 3e victoire. Il avait déjà gagné très très jeune, au début de sa carrière, en 2001 et 2002. Et oui, Castroneves qui était un peu là pour une pige, qui n'était pas là pour gagner, mais qui finalement s'est bien placé. Et il rejoint aussi les quatrièmes mousquetaires, on peut l'appeler comme ça aussi, des vainqueurs de 4 éditions des 500 miles avec Eddie Foyt, Mears et Alan Suhr. Quel talent. Quel talent. Il est bien. Hein, il répond à toutes les questions. Et on peut finir sur les Français avec Sébastien Bourdet qui a eu quand même très rapidement. Très difficile. Tu as 25 secondes. C'était pas son année, mais on espère que l'année prochaine ça ira un peu mieux. Ah, Bourdet. Bourdet, oui, Sébastien Bourdet. Qui est là depuis longtemps et qui partait avec Pagenaud et à l'arrivée. Ils étaient l'un devant l'autre, 26 et 27e. Ouais. C'est ça. Alors tu vois, moi je reviens sur mon jugement. T'es plus compétent que sexy. T'es moins sexy. Je sais pas comment je dois le prendre. Ah ouais. Tant que je suis un peu plus belge. La compétence, c'est ça qui est sexy. Ah d'accord. Merci beaucoup. Nous allons parler sim racing. Tiens, mais qui voilà? Bah dis donc. Me voilà le NK, voilà le Fabien. Bonjour à tous. Bonjour plutôt, on est quand même au matin. Comment ça va, Fabien? Bah je vais bien, ravi Tu vas nous d'être parler là. de Fordzilla? Bah oui, on va parler de Fordzilla. On rappelle Fordzilla qui est l'équipe e-sport de Ford qui nous permet... Je précise juste, là c'est le moment, Philippe, Oui. où tu ne comprends plus rien. Plus rien. Voilà. Là ça va être vraiment Les des Sims, informations. ce n'est pas un Ça fait à jeu peu près vidéo, 50 minutes que je comprends rien. Mais, même à ce que tu dis? Ah merde. Même surtout à ce que je dis. Attends, merde. Donc là on est dans du sim racing, on est dans du virtuel. Voilà, on est dans du virtuel et donc c'est l'équipe e-sport qui est sponsorisée, qui est même créée par Ford et qui est dans l'Europe entière et qui est le capitaine français, c'est notre ami Donald. Donc généralement, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de Fordzilla et qu'on essaie de mettre en avant cette équipe et qui grimpe au fil des mois, au fil des années. Ça fait même un peu plus d'1 an aujourd'hui qu'elle a été créée. Et donc les résultats commencent déjà à faire leur chemin. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup tout ça parce que je sais qu'ils veulent même aller faire des Jeux Olympiques. Oui, on en a parlé. On en a parlé il y a 15 jours. Tu te rends compte? Ah, vous en avez parlé. Alors, il y a eu un événement chez Fordzilla. Vous avez signé un. On a signé 2 pilotes qu'on va vous parler, ouais. Et le premier, c'est notre ami turc. Emre Can. Exactement, qui est le pilote qui a été signé pour Race Room. Je ne sais pas si tu connais un peu Race Room. Race Room, c'est une licence un peu qui est beaucoup utilisée dans l'est de l'Europe. Et on a un pilote turc qui est très très bon, qui a rejoint l'équipe et qui permet de représenter Fordzilla sur le DTM, le WTCR e-sport et le GT Master. Et là, on voit un super chrono justement en DTM de notre pilote turc. Son objectif au fil des mois, ça va être justement d'aller faire un top 10 régulier au championnat sur les différents championnats qu'il est en train de faire, donc justement le DTM, WTCR et le GT Master. Franchement, pour l'instant, il faisait partie des élites de cette discipline et il continue à le prouver même avec ses nouvelles couleurs et franchement, c'est très très beau à voir. Et alors, vous avez signé un deuxième. Et là, on a signé du très très lourd. On a signé peut-être l'un des tout meilleurs pilotes sur Gran Turismo Sport. Et c'est surtout aussi le meilleur pilote sur la Ford. Il a toujours pris, en manufacturant, on peut choisir son constructeur. Il a toujours choisi Ford et il ne s'est jamais fait détrôner. Donc on a enfin ce pilote qui nous représentait si bien. Et maintenant, il est dans notre équipe. Et l'objectif, c'est de ramener encore un podium avec Ford, justement, pour pouvoir... la manufacture, pour pouvoir Gran Turismo être sur le podium. Et en Nations Cup, il est toujours dans le top 16. Il a fini 16e l'année dernière dans les Nations Cup de la finale des World Series. Et donc je pense que lui fait partie vraiment des tout meilleurs. Et on le sait qu'il va
va grimper et qui va mettre vraiment bien l'équipe Ford aux Meilleur avant-postes. recrue possible. Sur Gran Turismo, Ouais. clairement la meilleure recrue possible. Oui, sur Gran Turismo. Sur Ouais, Gran Turismo Ouais, sur Gran Turismo, je pense que c'était la meilleure recrue possible. On va... Et donc voilà, c'est notre pilote hongrois et vraiment, on attend beaucoup de sa part. Les... Je ne comprends rien. Leslie est déçue ou est la parité, il n'y a pas de femmes La parité, comment ça sur Mais bien sûr. Il y a des, Alors, si, si, il y a- il y a des pilotes féminines aussi. Alors il y a des pilotes féminines, mais pour l'instant c'est comme en réel, hein, malheureusement, c'est pas une question de niveau, c'est une question de nombre. Bah oui. C'est-à-dire que forcément, Voilà, oui. moins il y a de pilotes féminines, moins il y a de chances qu'elles soient à haut niveau, et c'est pareil en sim racing. On n'est pas dispo. Ben non. C'est-à-dire que on travaille, on Non, peut mais vous pas. pouvez pas- On a c'est des pas du tout enfants, ça. on peut pas. Ça n'a rien à voir, c'est juste, on parle de personnes, on parle d'élite, et dans le sens où forcément... Nous, avec Philippe, on aurait recruté Leslie. Hein. Ouais, non, mais bien sûr, mais c'est J'ai surtout... pas le temps. Les J'ai des femmes, enfants. les femmes peuvent pas faire tourner le monde et en même temps faire du sim racing. Ah. C'est pas- C'est bien dit. C'est bien ce que Bravo, j'ai dit ou pas c'est beau. C'est pas mal. Poète. Il n'est pas convaincu du tout, Ah ouais, André. Non, mais non, mais moi, je comprends Vous pas. dites ce que n'importe quoi. Ouais, voilà, ils disent n'importe quoi. D'accord avec Est-ce toi. qu'on parle de Gran Turismo? Et oui, on va parler de Gran Turismo aussi, puisqu'il y a eu ce week-end s'est déroulé les FIA GT Championship de Gran Turismo, qui est le championnat mondial de la discipline, qui est peut-être le top 3 des compétitions e-sport en sim racing. Et donc ce week-end s'est déroulé donc, la Manufacturer Series et la Nations Cup. Et encore une fois, on a encore eu du beau spectacle sur cette discipline. Comment vous dire ça On a toujours en Manufacturer Series les 12 meilleurs constructeurs qui sont présentés par un pilote et qui sont du monde entier. Et on a par exemple chez des constructeurs, on avait Miyazono, Rubilar, Gallo, Caraza et Cocoboon. Ouais, Coco Boone. Ah oui. Cocoboon Ah, qui je est... voulais en parler de Coco Boone parce que Moi lui... aussi. Bah oui. Ouais, ouais. Oui, tu connais bien. Il Toi. est bien, La oui. scène Gran Turismo, tu la connais par cœur. Bah oui, et puis Coco Boone, il est... Je t'écoute. Il est... Bah déjà, il est sympa. Sans la vanne. Bah, ça. C'est quoi la vanne, ouais. Non, mais il n'y a pas de... y a pas Ah de, y a pas de Non, vanne. Cocoboon est Coco- l'un des meilleurs pilotes japonais Ouais. sur la discipline, mais il s'est fait dépasser l'année dernière par Miyazono qui a pris de l'ampleur au fil des mois et aujourd'hui il est le meilleur pilote japonais. Malheureusement, Attends, mais blague à part, Coco Boone, c'est pas un pseudo, c'est son vrai nom? c'est son vrai nom. Ah bon. Quel est le pays où ça marche le mieux? C'est en Asie, justement? Alors non, en Europe. Alors c'est pas un pays. En fait, C'est un continent? l'Europe est la meilleure, la meilleure structure en termes de niveau. On a beaucoup de pilotes qui sont à très haut niveau et comme ils sont obligés d'ouvrir au monde. Et bah, Tu dis Cocoboon, non, mais, ils en ont- non, mais je on a- continue. on a- moi, On dit on a- Cocoboon, on a 10 minutes de ça va, pause. avec. Il est rouge. Et les Suisses, c'est ça a bien. fait marrer aussi. Ah oui, bah, moi, c'est... Voilà, donc, Moi, je suis un bon public pour ça. donc en Europe, on est les, Non, c'est on le est, frère de- on est de Danny. les meilleurs, Ah. ouais, bien sûr. Et les Américains? Les Américains, des Japonais, là, aujourd'hui. on a un pilote qui s'appelle, j'ai oublié son nom, Cocoboon Troncoso, non, Troncoso. Ah, pardon. Cocoboon, c'est le japonais. Excusez-moi, Troncoso qui a très bien roulé, Troncoso qui a très bien roulé en Manufacturer Series. C'est son vrai nom aussi? Oui, c'est son. Ah ouais, d'accord. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse Ah ouais. Mais vraiment, c'est dur, c'est Ouais. dur. Et donc, Mais t'as pas des noms classiques? Bah non, mais je fais ce que je peux, moi. C'est un championnat de Pokémon, t'as trouvé que c'est que des noms. Vous avez vu un peu comment il Ah est. ouais. Non, mais voilà. Ils peuvent pas s'appeler Tissier Heureusement que comme tu tout le commandes monde. pas les Gran Turismo avec Ouais. Donald. Hein. Non. Ça serait compliqué. Et donc, Écoute, merci de ta voilà, non, mais participation. je te jure, c'est un Je suis peu. désolée. T'as pas encore un ou deux noms? Non, bah non, Non, si, parce il y que- a Gallo qui a fait qui est le champion d'Europe, enfin qui est vice-champion du monde en titre, qui s'est loupé pendant la Manufacturer Series et il a pu se refaire pendant la Nations Cup. Il a gagné la Nations Cup, il a complètement foiré en. Si vous connaissez un peu tous le circuit de Suzuka, Ah oui. Ah oui. le 130 R, il sort un peu trop large au 130 R, il part en spin et malheureusement il perd la victoire de la Manufacturer Series. Et en Nations Cup, les images qu'on a actuellement. Cocoboon, il était là, là? Et oui, Cocoboon, il est là, regarde, il est actuellement, il est 11e là sur les images. D'accord. Mais à Monza, c'était une course de fou, ils étaient tous compactés les uns derrière les autres. Et ça s'est joué encore une fois au dernier tour, puisque là on a la bataille entre Blazan et Gallo pour la victoire. Il y a Derrière- Pikachu qui est vachement plus loin, mais... et derrière, il y a Brooks. Mais tu sais que tu as des noms aussi très compliqués hein, sur F1. hein. Voilà. Donc, donc tu as Brooks qui est derrière, un pilote canadien qui s'est très bien débrouillé sur cette manche.
et puis qui s'est fait doubler au dernier virage par Lopez. Voilà, pour vous dire à quel point c'était serré, tout le groupe là que vous avez derrière, là, ils sont tous les trois tout seuls. Et puis au dernier tour, au moment où ils ont changé les pneus, tout le groupe qui était derrière s'est regroupé. Et donc Lopez a pu jouer la victoire s'il doublait Brooks à la deuxième chicane de Monza. Il n'a pas pu le faire. Et donc devant, ça s'est joué entre Blazan et Gallo. Comment il s'appelle Et Brooks Beauvoir. se fait doubler à la Parabolica au dernier tour, au dernier virage. Une belle course. Une très belle course, franchement. C'est toujours beaucoup de spectacles. On sait bien que c'est pas le jeu le plus simulation qui existe. Par contre, en termes de spectacle, en termes de compétition et en termes de gestion, c'est surtout ça le plus important dans Gran Turismo. C'est la gestion des pneus, de l'essence et tout, qui rentre beaucoup en jeu et ça permet d'avoir des courses toujours un peu palpitantes qui se dénouent à la fin. Mais Beauvoir, Le plus il est bon Beauvoir. Beauvoir est bon, notre pilote français. Bon, là, il était souvent focus justement sur les Jeux Olympiques qui va participer d'ici la fin du mois. Mais malheureusement, en plus, Monza, c'est pas le circuit où il maîtrise le plus. Et on rappelle que Michelin est partenaire de Gran Turismo. Et oui, ce qui ne mais- gâche rien. Et Les ouais, prochains rendez-vous, tu viens d'en parler, les JO, le 23 juin, exactement. et la manche 2, donc Le 11 juillet. le 11 juillet. Sur quel circuit? Les circuits ne sont pas dévoilés. Par contre, tout est en ligne sur les chaînes directement de Gran Turismo. Je vais demander à tous mes invités de regarder cet écran. Vous voyez ce compteur là, 2,28, 2,27, 2,26. Countdown. Ça explose. Oui, d'accord. On se fait couper la chic. Et alors, il y a 15 jours, j'ai rendu l'antenne. Ça m'a coupé au milieu de la phrase. Donc là, on va se dire au revoir. On va prendre le temps. On va prendre le temps de se Voilà. dire au revoir. Merci. Merci. Ah non, Merci mais Leslie. Voilà. t'as bien pour fait de ce- pas mettre de maquillage, du coup. Et j'ai bien fait de ne pas me maquiller. Mais non, mais tu reviens quand tu veux. Merci pour cette Eh ben, expertise. merci. Et fin à la hauteur de celle de Monsieur Moncé. Ah, rien C'est un que beau- ça, c'est un ça. beau compliment. Merci Philippe. Merci à vous de m'avoir invité. Ben non, mais C'est très sympa. Bah oui. J'ai appris beaucoup de choses en plus. Mais oui, en sim racing. Eh ouais, ouais. Que tu. Coco Boone, que je connaissais pas d'ailleurs. Mais non. Bah non, mais je le connaissais pas et je vais pas te dire que je le connaissais. Tu vois. Merci Rémi pour ta passion et ton expertise. Tu reviendras dans 15 jours. Est-ce que tu es disponible dans 15 jours? Oui, on devrait avoir encore un pilote moto, mais après, on reprendra des pilotes de voitures aussi. Ah non, on aura non, mais- peut-être un pilote belge. Tiens. Ah, ouais, moi je vais pas faire celui qui sait pas, mais a priori, oui, le prochain invité, ça sera du. Dont le cousin Ouais, était ce sera- très très fort et champion du monde en karting. Donc Ce comme ça, sera du lourd. Voilà. On a hâte. Merci beaucoup. Merci encore. Et puis, ravi que l'émission plaise à tout le monde. Et on est très contents. Je pense que c'est le cas. Et Merci. je remercie Donald Regnault et également Maxou, le pilote, pour leurs expertises, leur sympathie et qu'est-ce que vous et leur Sexitude. c'est leur peut-être. sexitude. Je te- Voilà. Merci à Ford et Michelin de rendre possible cette émission. Merci à vous de nous avoir regardés et je vous donne rendez-vous donc dans 2 semaines pour la 3e édition de Racing Stream. Bye bye.